Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Je me présente d'abord. Donc, je suis Sébastien Crépel. Je suis le co-directeur de la rédaction de l'Humanité. Et j'ai l'honneur d'animer ce débat qui se veut conclusif de nos travaux du week-end. Je dirais plus modestement qu'on va essayer de tracer ensemble quelques pistes qui ouvrent sur une sécurité sociale solidaire et démocratique pour le XXIe siècle, comme l'indique l'intitulé de notre débat, ce qui sera déjà bien ambitieux. Nous nous proposons d'aborder 3 problématiques, et pas des moindres. Dans notre débat, on va essayer de faire entrer ça en 1h30, sachant que j'avais négligé en préparant avec les participants et participantes le fait que, bien évidemment, la salle est aussi invitée à intervenir. Dans ces 3 problématiques, d'abord, celle d'examiner comment la sécurité sociale peut continuer d'être un facteur de création de richesse et de développement économique et humain. En second lieu, la question des nouveaux droits à créer pour répondre à de nouveaux besoins. Et enfin, la question de la démocratie sociale dans la gestion de la Sécu et comment elle peut s'articuler avec les autres dimensions démocratiques, c'est-à-dire démocratie représentative, démocratie sanitaire, démocratie participative. Voilà. Alors je vous présente donc nos intervenants, dont vous connaissez certaines et certains. Donc je vais commencer à ma gauche. Donc Éric May, qui est donc directeur de centre de santé à Malakoff. À ma droite, donc Sophie Binet, qui est secrétaire générale de la CGT, Marie-Lise Léon, son homologue de la CFDT, et puis enfin Thierry Baudet, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental. Mais d'abord, avant de vous poser les premières questions, permettez-moi de rappeler quand même en 2 mots le contexte de notre débat, puisqu'il intervient dans une rentrée sociale mouvementée, combative, marqué par l'unité du champ syndical face au projet de budget d'austérité, et qu'on est 2 jours après la dernière journée d'action qui a rassemblé 600 000 personnes dans le pays. Donc c'est dire si les problématiques dont nous avons débattu aujourd'hui et que nous allons poursuivre maintenant sont au cœur des enjeux du moment, puisque, je le rappelle, il était question encore tout dernièrement de la hausse des franchises médicales et des forfaits pour les patients, du durcissement du régime de prise en charge des ALD, du gel des pensions et des allocations, de la restriction des arrêts maladie, mais aussi de l'inflexibilité du pouvoir sur sa dernière réforme des retraites. Sans compter, mais on peut l'ajouter, l'offensive qui s'est dessinée au printemps dernier sur la question de la retraite par capitalisation. Alors depuis, les lignes de force du débat public ont fortement bougé sous la pression du mouvement social, puisque désormais les plus libéraux et le patronat sont sur la défensive face à la force de l'exigence de plus de justice fiscale et sociale qui monte dans le pays. À cela, 2 facteurs au moins ont puissamment contribué à mettre cette exigence au devant de la scène. L'engouement que tout le monde a noté pour la taxe Zuckman sur les très riches, et d'autre part le rapport du Sénat qui a chiffré, on l'évoquait encore tout à l'heure dans le débat précédent, qui a chiffré à 211 milliards d'euros le montant des aides publiques aux entreprises, dont les effets sont donc pour le moins discutables. Donc derrière cette exigence de justice, c'est la question du financement, non seulement des services publics, mais aussi évidemment de la protection sociale, qui se trouve questionnée, et les restrictions au nom de l'impératif de réduire la dette, qui sont, elles, contestées. Alors, peut-être pour commencer sur la première problématique, sur les enjeux économiques liés à la sécurité sociale, Marie-Lise Léon, la question du niveau de protection est principalement abordée dans le débat public sous l'angle de son coût pour les finances publiques. Est-ce qu'il ne serait pas tout aussi pertinent de mesurer ses effets sur la situation économique du pays, d'abord par sa contribution directe à cette richesse, c'est-à-dire que la Sécu, ce ne sont pas seulement des dépenses ou des prélèvements, ce sont des salaires, des honoraires de professionnels de santé, des pensions de retraite, des remboursements de soins et de médicaments, des établissements qui tournent, et tout cela est réinjecté dans l'économie et participe évidemment de la richesse nationale.
mais ce sont aussi des effets sur la situation économique et sociale par les progrès de la prévention, de l'accès aux soins, aux médicaments, ou encore s'agissant de la retraite, de salariés qui soient en pleine possession de leurs moyens sans arriver à l'âge de départ cassés par le travail. Absolument. Je peux vous piquer le micro. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation à débattre et à conclure modestement 2 journées de débat et de discussion autour d'un enjeu qui est absolument majeur. Vous l'avez rappelé dans le cadre du débat actuel. On est tous et toutes présents également pour souhaiter un bon anniversaire à la Sécurité sociale, puisque c'est aujourd'hui qu'elle fête ses 80 ans, une jeune dame en pleine forme, ou presque. En tout cas, qui est face à des défis sacrément importants, d'autant que on voit qu'il y a des nouveaux enjeux aujourd'hui et que la question de son avenir se pose. Vous l'avez dit, avec des offensives qui ne sont pas vraiment surprenantes, puisqu'il y a quand même une partie des acteurs qui ont une vision purement économique, voire financière, et qui du coup se disent la sécurité sociale, c'est des recettes et des dépenses. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en ce jour particulier, la question, au-delà du financement, c'est quoi la sécurité sociale, c'est quoi notre système de protection sociale. Et je pense que c'est hyper important qu'aujourd'hui, on puisse se poser collectivement ces éléments. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est au prisme du budget. Alors, c'est pas le seul domaine pour lequel on regarde beaucoup les sujets au seul prisme du budget et de lignes de tableur Excel. Je pense notamment à la question des fonctions publiques, où on parle assez peu du travail des fonctionnaires et on regarde surtout combien ils coûtent, malheureusement. Je ferme ma parenthèse. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir des espaces de débat et de dialogue justement sur c'est quoi la protection sociale et la sécurité sociale qu'on veut pour les 80 prochaines années. C'est quoi les défis d'aujourd'hui et les principes. Je pense qu'il faut qu'on puisse aussi se redire c'est quoi les principes et quelles valeurs on veut assigner à ou en tout cas attribuer à ce magnifique système de protection sociale qui est quand même particulièrement mis à mal. Et je ne ferai que citer la question de l'universalité qui, je pense, aujourd'hui plus que jamais, avec une montée de l'extrême droite, peut se poser. Et malheureusement, je pense que c'est important aussi que les acteurs réaffirment un certain nombre de valeurs auxquelles ils sont attachés. Et la question économique, pour répondre à la question, elle est extrêmement importante. Et si on regarde uniquement la sécurité sociale au seul prisme justement des recettes et des dépenses, on n'intègre absolument pas les enjeux de la prévention, par exemple, et de tout ce qu'on peut avoir comme coût évité. Il y a 2 choses sur lesquelles je pense que c'est important de réfléchir collectivement. C'est comment on intègre mieux les enjeux de prévention en santé, puisque chaque euro investi aujourd'hui dans la santé, c'est des arrêts de travail éviter, des hospitalisations en moins, une meilleure aussi qualité de vie pour les travailleurs. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu véritable à continuer de travailler sur cette question de la prévention. On le fait spécifiquement dans le cadre, nous, organisation syndicale, dans le cas de la branche accident de travail, maladie professionnelle, puisque je pense qu'on peut tous partager l'idée que c'est inacceptable aujourd'hui d'avoir des problèmes de santé à cause du travail. Et donc, l'enjeu de prévention, il est majeur. Mais on a toujours quand même une difficulté à mettre en valeur les coûts évités pour pouvoir dire on investit 1 euro pour éviter ces accidents, ces arrêts, etc. Le deuxième point sur lequel, outre la prévention, où c'est aussi un enjeu économique, c'est la question de l'accès aux soins et des difficultés d'accès aux soins qui s'invitent aussi dans le monde du travail, bien entendu, puisqu'on a de plus en plus de salariés qui nous disent je dois prendre des arrêts des congés pour pouvoir aller me soigner parce que les médecins ou les professionnels dont j'ai besoin sont éloignés et je vis dans un désert médical et donc c'est une difficulté. Je pense que c'est et puis outre ces difficultés, c'est aussi en termes d'accès aux soins, c'est les difficultés d'accès aux soins entraînent, je pense. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est étayé par les études, des renoncements aux soins
qui font que là aussi, ne pas se soigner tout de suite, c'est avoir une aggravation de ces pathologies et donc aussi un coût supplémentaire. Et donc ça, je pense que c'est aussi extrêmement important et on l'a aussi, là je prends un exemple plus du monde du travail avec les fins de carrière et la question de l'emploi des seniors. Aujourd'hui, la non-prévention fait qu'aujourd'hui on arrive dans certains métiers qui peuvent être exposés à différents critères de pénibilité. On a de plus en plus d'invalidité, d'incapacité et donc de plus en plus de difficultés à maintenir en emploi des personnes. C'est à la fois un coût pour la sécurité sociale, la solidarité nationale parfois, mais c'est aussi des recettes en moins puisque ces personnes ne peuvent plus travailler. Donc oui, il y a un véritable enjeu à aborder la question de l'avenir de la sécurité sociale, ou en tout cas de la situation de la sécurité sociale au prisme économique. Et je pense que si en 1945, les organisations patronales à accepter la création, c'est que, ils avaient beaucoup de choses à se faire pardonner, je pense. C'est certainement pas par mécénat, mais c'est qu'ils y ont vu probablement aussi un intérêt économique pour le fonctionnement de leurs activités. Et donc je pense que c'est important d'ouvrir cette question en n'opposant pas économie et sécurité sociale, mais de pouvoir l'intégrer comme un critère à part entière qui permet de faire en sorte que la sécurité sociale remplisse pleinement son rôle avec des principes, des valeurs et en quoi ça demeure un ciment de notre cohésion sociale. On en a plus que jamais besoin. Merci. Thierry Baudet, en repartant justement de ce que vient de dire Marie-Lise Léon, ne pas opposer économie et sécurité sociale, pourquoi, de votre point de vue, alors qu'on peut considérer que l'ensemble des acteurs économiques bénéficient des retombées positives qu'offre un haut niveau de protection sociale, cette question n'est jamais, ou presque en tout cas, débattue sérieusement? Vous dirigez le CESE, où siègent à la même instance patrons, syndicalistes, acteurs associatifs et autres. N'y a-t-il pas à repenser l'entreprise dans son environnement plus large pour prendre en compte ce que les droits garantis par la sécurité sociale apportent comme avantage par rapport à d'autres pays, notamment, qui en sont dépourvus, et à valoriser cet apport comme un élément de la compétitivité envisagé sous un autre angle que le coût du travail, par exemple sous l'angle de la réduction des inégalités? Merci, bonsoir à toutes et tous. Au CESE, on travaille sur ces sujets, on travaille sur les sujets de protection sociale. Ces dernières années, on a travaillé sur des sujets de petite enfance, on a travaillé sur la dépendance pour faire un lien avec la table ronde précédente. On s'est intéressé aux nouveaux risques systémiques, à leur assurabilité, le risque pandémique, le risque climatique. Donc ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Et puis, ce que je peux dire, c'est qu'au début d'une discussion, il y a les mêmes controverses au sein des murs du CESE qu'à l'extérieur des murs du CESE. Et c'est là où moi je crois que notre méthode au CESE, elle a des vertus. Parce qu'on essaie de créer un cadre de délibération tempéré, documenté, étayé. Ça veut dire qu'on a décidé qu'on ne s'exonérerait jamais des faits. On part des faits. Et par rapport à votre question, si on part des faits, les faits, ils sont là, s'agissant des retombées positives de la Sécu pour les entreprises. Et personne, chez nous, finalement, ne le conteste. La Sécu, on le sait tous, c'est un puissant outil de soutien à l'emploi. Je ne sais pas si je dois parler de l'assurance chômage, parce qu'au sens strict, c'est pas dans le cadre de notre sécurité sociale à la française, mais quand même un mot. Non seulement les allocations chômage évitent de sombrer dans la pauvreté, non seulement elles ne sont pas désincitatives, mais elles permettent au contraire aux demandeurs d'emploi de ne pas saisir la première offre qui arrive pour des raisons de survie, mais de chercher un travail au niveau des compétences acquises. Et toutes les entreprises ont besoin de compétences. Et donc, ça soutient les entreprises. Si je vais sur un autre champ, moi, je suis très frappé, par exemple, par les apports de la politique familiale et des services financés.
ça a des impacts très très concrets dans notre pays, entre les allocations familiales, le système de garde d'enfants qu'on a pu développer. Ça facilite la participation au marché du travail et des femmes en particulier. La France, on est un des pays où le taux d'emploi où la participation des femmes au marché du travail est le plus élevé. Et si je me place du point de vue des entreprises, ça leur offre donc un gisement de main-d'œuvre et de compétences plus large. Et donc, c'est bon pour les entreprises. La Sécu, c'est aussi bon pour les entreprises parce que c'est un outil puissant de soutien à la consommation et à la demande intérieure. Vous l'avez évoqué à travers la question des inégalités, c'est l'effet redistributif de la Sécu, dont on sait qu'il réduit des inégalités après redistribution, dont on sait qu'il fait reculer le taux de pauvreté monétaire, même si dans notre pays, à 15%, ce taux de pauvreté monétaire reste trop élevé. Mais néanmoins, il le fait reculer. Et tous ces revenus de transfert qui sont versés à des ménages, très souvent, ils sont réinvestis directement, immédiatement dans la consommation pour satisfaire des besoins nécessaires. Et c'est donc un soutien à la consommation, à la demande intérieure. Et tout ça, c'est bon pour les entreprises. Je crois qu'on peut ajouter aussi que s'il n'y avait pas toutes nos formes de protection sociale et de solidarité collective, les récessions, elles seraient beaucoup plus profondes que ce qu'elles sont. Crise de 2008-2009, la France a été moins en récession que nos voisins européens. On pourrait dire un peu la même chose en période du Covid, notamment avec l'indemnisation ou le financement du travail à temps partiel. Donc ça a des effets importants. Et puis peut-être si je prends un dernier exemple, là aussi les faits sont têtus quand on regarde par exemple les comparaisons internationales. Puisqu'on aime à se comparer, quand on regarde l'Europe, beaucoup de pays compétitifs et innovants, les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, pour prendre quelques exemples, ont des systèmes de protection sociale étendus. Et donc tout ça, ça invalide cette idée que certains voudraient nous faire croire, à savoir qu'il y a une divergence entre compétitivité et haut niveau de protection sociale. Ces exemples-là montrent que c'est tout à fait l'inverse. Et je crois que dans le jargon ou dans les formules consacrées, on dit que la France, elle est dans un modèle de cohésion compétitive. Eh ben oui, il faut défendre et revendiquer ce modèle. Et donc oui, la protection sociale, c'est naturellement d'abord l'objectif de protéger tous nos concitoyens des vulnérabilités, de faire face à des aléas qui dépassent les possibilités de la personne seule. Mais ce système de sécurité sociale, il est bon pour les entreprises. Merci. Sophie Binet, qui dit protection sociale de haut niveau, dit financement en rapport. Je le disais dans l'introduction, une récente commission d'enquête du Sénat a mis en lumière les 211 milliards d'euros d'aide publique annuelle versée aux entreprises. Plus du tiers de cette somme, le rapport le chiffre à 77 milliards, mais j'ai entendu ce matin qu'il y avait des estimations même plus élevées, 80, 85 milliards, est accordé sous forme d'exonération de cotisations sociales, sans aucune contrepartie pour les employeurs. Oui. Ces allègements étant présumés faciliter l'embauche en baissant le coût du travail. Pourtant, aucune étude sérieuse n'a démontré les réels effets sur l'emploi au regard des moyens déployés. Donc, des impôts comme la CSG ou la TVA, voire demain la TVA sociale, qui revient par la fenêtre dans le débat public, se substituent progressivement aux cotisations sociales, qui concourent désormais pour moins de la moitié aux recettes de la sécurité sociale. 49% aujourd'hui. Je crois qu'en 1993, tout début des allègements, avant les allègements, on était à 82% financés par les cotisations sociales. Est-ce un problème ? Oui, bonjour tout le monde. Je crois en cette journée anniversaire, ce qui est important de rappeler, c'est que la sécurité sociale, c'est une des plus grandes conquêtes des travailleurs et des travailleuses de ce XXe siècle, arrachée par la lutte et par la place qu'ont occupé aussi les travailleurs et leurs organisations dans la résistance.
mais que tout de suite, la sécurité sociale, elle a fait l'objet d'opposition frontale avec le capital. Le trou de la Sécu, ça fait 50 ans qu'on nous en parle en fait de ce trou de la Sécu, et ce trou de la Sécu, il a été très largement organisé par un définancement de notre système de sécurité sociale. En gros, je pense que les choses commencent à basculer à partir du milieu des années 80 avec la globalisation, où du fait de la globalisation financière, on met les travailleurs et les travailleuses du monde en concurrence, et donc on nous dit que le travail coûte trop cher, qu'il faut baisser les salaires. La grande déformation de la valeur qu'il y a à partir des années 80, où les richesses que nous créons vont plus pour nourrir le capital au lieu du travail, avec cette perte de valeur au détriment des revenus du travail, elle se fait sur la part socialisée du salaire. Les salaires n'ont pas baissé, les salaires nets n'ont pas baissé, ils ont continué à augmenter, un peu moins que les profits. Par contre, ce qui a baissé, c'est la part socialisée du salaire et donc les cotisations. On passe les aides aux entreprises, donc c'est 211 milliards selon ce rapport du Sénat. En 1980, c'était 11 milliards. Donc ça n'a pas toujours existé. Ça a explosé à partir de la fin des années 90. Au début, c'était une contrepartie aux 35 heures, puis après, c'est devenu juste un droit sans aucune contrepartie. Et donc, pour répondre à ta question très directement, oui, c'est un problème, et oui, c'est un énorme problème. D'abord parce que ça fait des recettes en moins pour la sécurité sociale, puisque ces exonérations ne sont pas toutes compensées. En gros, il y a quasiment la moitié du déficit de la Sécu. Si c'était intégralement compensé, on supprimerait la moitié du déficit de la Sécu. Et puis, il y a une partie toujours plus importante de nos rémunérations qui ne sont pas soumises à cotisation. Une partie des primes, l'intéressement, la participation, l'épargne salariale, etc. Ça, c'est aussi un manque à gagner pour la sécurité sociale. Et sur la part qui est compensée, eh bien, on transforme un financement par la cotisation en financement par l'impôt. Et ça, c'est un changement complet de philosophie par rapport à la philosophie qui prévalait au moment de la création de la sécurité sociale, où le principe, c'était de mettre le travail au centre. Mettre le travail au centre, c'était, et ça reste très important, pour avoir, c'était ça, toute la différence de conception entre le système français et le système beveridgien qui, sur un certain nombre d'aspects, servait de modèle, notamment l'universalité. Mais nous, en France, on a fait le choix de ne pas faire reposer la sécurité sociale sur l'impôt pour justement garantir le maintien du niveau de vie et éviter que la protection sociale soit seulement un filet minimum de sécurité, avec le reste qui serait renvoyé au marché. Et c'est ça, en fait, le changement qui est induit à travers cette baisse du financement par la cotisation et cette augmentation du financement par l'impôt. En fait, ça crée cette notion d'extrême droite, l'assistanat, avec le sentiment qu'on paye toujours pour les autres et pas pour soi. Le ras-le-bol fiscal, c'est quand même une expression qui a été inventée par un ministre de l'économie. Je trouve qu'en soi, c'est déjà un problème, mais bon, passons. Personne n'a jamais parlé de ras-le-bol de la cotisation. Il n'y a pas de ras-le-bol de la cotisation chez les travailleurs et les travailleuses. C'est notre salaire, la cotisation. Donc oui, on veut cotiser plus pour avoir plus de droits. Parce que quand on cotise, on sait que c'est des droits derrière qui nous sont ouverts et qui nous permettent de garantir le maintien de notre niveau de vie. Donc c'est pas seulement des prestations pour les plus en difficulté, c'est évidemment des droits pour les plus en difficulté avec une redistribution importante, mais des droits pour toutes et tous. Et c'est ce qui permet d'avoir ce consentement à la cotisation très fort, et le fait que des cas de sup aux ouvriers, tout le monde est d'accord pour cotiser parce que tout le monde sait que ça nous permettra de maintenir notre niveau de vie. Et puis le problème de la fiscalisation du financement, c'est que évidemment à l'origine, quand c'était payé que par la cotisation, du coup ça nous permet de dire c'est nous les travailleurs et les travailleuses qui gérons, et l'État n'a pas à dire son mot. Donc là on a la cotisation, c'est des ressources affectées. La fiscalité, c'est pas des ressources affectées. Donc, ça permet, comme aujourd'hui, que l'État vienne se servir et puis vienne faire son marché. Et puis, tu disais, aucune étude n'a montré l'impact positif sur l'emploi. Il y a par contre des études très sérieuses qui ont montré qu'il n'y avait aucun impact sur l'emploi et un impact très négatif sur les salaires, puisque ces aides constituent des trappes, ces exonérations de cotisations sociales constituent des trappes à bas salaire. Là, on parle quand même de 80 milliards, c'est colossal. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut en sortir ou pas. Je pense que c'est une évidence. La question, c'est comment on en sort, parce que effectivement, du jour au lendemain, supprimer les 80 milliards, là, le patron est dans une addiction. Enfin, c'est une drogue dure là. Donc il faut organiser la sortie de cette addiction. Il faut les aider à se sevrer avec un chemin pour sortir de ces exonérations de cotisations sociales. Et la dernière chose,
c'est que je disais la désocialisation, le recul sur la part socialisée du salaire s'est fait sur la mondialisation, la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses. Et donc, je pense aussi que pour changer de modèle et pour resocialiser, augmenter la part socialisée de nos salaires, il y a aussi des questions à se poser sur l'organisation du modèle productif et sur comment est-ce qu'on sort de cette concurrence internationale des travailleurs et des travailleuses. Et ça tombe bien, quelque part, l'extrême droite au plan mondial nous offre la possibilité de repenser l'organisation du commerce international, relocaliser l'économie, avoir des protections douanières avec des normes fiscales, sociales et environnementales dont dépendraient les droits de douane. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en permanence, on a cette concurrence internationale qui pèse quand même sur notre industrie. Et donc, il faut aussi qu'on réponde à ça en reconfigurant le modèle productif pour avoir un modèle productif qui réponde aux besoins nationaux et européens, au lieu de penser inonder le monde de produits dont le monde d'ailleurs n'a pas forcément besoin, et puis qui va asphyxier les populations locales. Donc c'est un changement d'ensemble en fait qu'il faut mettre en place pour construire un financement adapté pour notre protection sociale du 21e siècle. Un mot pour finir. Le capital a toujours été très opposé à la sécurité sociale, d'abord parce que c'est la question des salaires, et c'était pour baisser la part de création des richesses dévolues aux salaires. Et puis le deuxième enjeu, on va peut-être en parler ensuite, c'est que la sécurité sociale, c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est quand même la moitié du budget de l'État, plus de 10 points de PIB, qui échappent totalement à la spéculation. Et ça, le capital ne l'a jamais supporté. Le modèle génial de la sécurité sociale, c'est que les actifs payent immédiatement pour les retraités. Il n'y a pas de passage par les banques, par les fonds, par etc. Il n'y a pas de passage spéculatif. Et ça, c'est le point le plus subversif de la sécurité sociale. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand la sécurité sociale recule, quand la protection sociale solidaire recule, le marché progresse. Et donc, je suis d'accord, il y a un intérêt économique pour la Sécu, c'est vrai, mais il y a aussi un secteur économique qui a intérêt au recul de la Sécu. Et aujourd'hui, tous ceux, par exemple, qui nous parlent matin, midi et soir de la retraite par capitalisation, c'est parce qu'ils y ont intérêt, que c'est un marché pour les assureurs et les banquiers qu'ils veulent créer. Il ne faut pas être naïf sur cette question-là. Merci. Alors, Éric May, Sophie Binet parlait d'aider le patronat à se défaire de ses addictions. Ça tombe bien, vous êtes un médecin un praticien de terrain. On entend beaucoup de débats autour de la pertinence des soins remboursés par la sécurité sociale. Y a-t-il, selon vous, un enjeu à opérer un tri parmi les soins remboursables et ceux qui ne devraient pas l'être? Est-ce une problématique décisive à vos yeux pour les finances de la sécurité sociale, ou est-ce un moyen de plus d'imposer des restrictions financières aux assurés sociaux, au risque de dégrader l'état de santé de la population, en particulier, je pense à celui des plus modestes? Et enfin, comment décide-t-on de ce qui relève ou non d'une bonne dépense, en quelque sorte, bonne dépense justifiée? Est-ce que vous vous inscrivez dans cet enjeu? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour toutes ces questions bien complexes. Donc, je vais essayer de faire aussi concis que mes collègues de table ronde. Alors, je précise quand même, donc, je suis médecin en centre de santé public, d'accord. Et un centre de santé publique, il a deux valeurs. Vous allez voir, vous n'allez pas être étonné. Il a les valeurs de solidarité, d'accord, et les valeurs d'universalité. C'est bizarre, d'accord. Ça semble faire écho avec la sécurité sociale, bien évidemment. D'ailleurs, on fête dans beaucoup de centres de santé en Ile-de-France les 80 ans de leur centre de santé. Curieux aussi, puisqu'en fait, beaucoup d'entre eux ont été créés aussi en 1945 par des volontés, évidemment, de politique d'élus locaux à mettre, évidemment, en accord une politique de santé, j'y reviendrai, qui associe soins et prévention, et évidemment, les progrès qu'est la sécurité sociale. On a parlé beaucoup, en fait, de ce qui étaient les recettes, et là, en fait, vous m'interrogez sur les dépenses. Et évidemment, d'emblée, d'accord, le prêt social de santé, voilà, source de dépenses, et comment, évidemment, agir sur les dépenses, et notamment, évidemment, ces prêts sociaux de santé, ô combien prescripteurs de temps de soins. Donc, c'est bien, c'est un vaste sujet. Je vous rappelle que ça a déjà été traité il y a très très longtemps, et on a vu avec quel succès, d'accord. C'est le numerus clausus.
D'accord, première tentative de dire on va restreindre finalement, évidemment, le nombre de prescripteurs et donc on va agir sur les dépenses. D'accord, ça a été évidemment l'urgence clausus. On en voit aujourd'hui les conséquences. Regardez, les hôpitaux, ils sont vidés de leurs professionnels de santé. Alors ça touche les médecins, mais donc de leur PH, il n'y a pas de poste de PH vacant. Et évidemment, dans les territoires, c'est les fameux déserts médicaux que Maryse Léon, citait. Voilà. Donc, et pour autant, les dépenses c'est au sensu, parce que les besoins, d'accord, n'ont pas cessé d'augmenter. Et donc là, j'ai une très mauvaise nouvelle, d'accord, c'est que les besoins vont continuer à augmenter, donc les dépenses vont continuer à augmenter, et ça, c'est une bonne chose, d'accord. C'est une bonne chose. Il y a du progrès. D'une part, on vieillit, on espère tous en bonne santé, d'accord, mais évidemment, pour vieillir en bonne santé, il faut qu'on soit accompagné par, évidemment, notamment des soignants, pas que, la sécurité sociale, ce n'est pas que l'assurance maladie, mais évidemment des services, et on y viendra essentiellement des services publics, d'accord. Donc là, les besoins vont augmenter, les dépenses vont augmenter, et c'est bien l'enjeu aujourd'hui de la sécurité sociale, de 2025 et de demain et d'après-demain, d'accord, c'est comment faire face et comment trouver de financer évidemment ces nouveaux besoins, tout en restant évidemment tout à fait respectueux des engagements de ceux qui ont créé la sécurité sociale en 1900. Alors on nous a dit 44 ce matin, 45, je sais plus, j'étais perdu, mais bon, il y a eu un petit débat sur... Oui, non, mais il y a un petit débat, on l'a entendu ce matin. Voilà, donc je resterai sur 45, bien sûr. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Alors pour venir quand même, pour autant, la sécurité sociale, c'est un bien commun. Et évidemment, le professionnel de santé qui dirait que ils s'en fichent de la sécurité sociale, j'en connais, d'accord, qui disent que ça les concerne pas, qu'ils sont médecins, je sais pas quoi, pharmaciens, infirmiers, etc. Il y en a beaucoup qui le disent. Bon, je le rappelle en tribune, qu'ils sont quand même solvabilisés quasiment tous par évidemment la sécurité sociale. Alors en général, ça les énerve quand on dit ça. Bon, ils disaient pourquoi pas une assurance privée, je m'en fiche à la fin si je suis rémunéré. Bon, mais pour autant, il y a quand même aussi beaucoup d'entre nous professionnels de santé qui évidemment avons tout à fait conscience évidemment du progrès formidable qu'est la sécurité sociale et qui permet au-delà de la solvabilisation des professionnels que nous sommes, d'accord, surtout évidemment de pouvoir accompagner tout au long de leur parcours de santé, d'accord, tous les patients et tout au long de leur vie. Donc on y est pour la majorité d'entre nous, très très attachés. Et donc on se voile pas non plus la face, on regarde évidemment, qu'est-ce que c'est quoi nos dépenses. Il y a un de mes collègues qui est dans la salle, je lui ai demandé les chiffres. Bon, si je prends la médecine générale par exemple, ça génère quand même 41 milliards de dépenses, d'accord, en termes de prescription. Ce qui fait que moi, médecin généraliste, en moyenne par an, je fais dépenser 740 000 euros, 750 000 euros par an, d'accord, à l'assurance maladie. C'est pas négligeable. Donc quand même, ça m'interpelle. Donc il faut évidemment que je m'interroge sur mon activité de médecin, sur évidemment mon action auprès de mes patients, sur la pertinence évidemment des soins que je vais évidemment prodiguer à ces patients. Donc oui, c'est un sujet en soi. Mais alors attention, qui dit pertinence, ça ne veut pas dire forcément baisse des dépenses. Et parfois bien au contraire. La pertinence des soins, ça n'a qu'un objet. C'est évidemment de pouvoir offrir à nos patientes, à nos patients, le bon soin. Alors le bon soin au juste coût. Et là, sur le juste coût, évidemment, les professionnels de santé ont une responsabilité. Éviter la redondance, éviter la iatrogénie, éviter les prescriptions inutiles, bien sûr. Mais il y a plein de choses sur lesquelles, malheureusement, nous ne pouvons pas agir. On a parlé tout à l'heure dans plusieurs tables rondes de médicaments, d'accord. Et puis, on voit bien aujourd'hui arriver aussi d'autres pratiques, d'accord. On en parlera peut-être. La financiarisation, évidemment, de la santé et de l'offre de santé n'est pas négligeable. Et puis, évidemment, si on veut agir au final, et ça a été dit déjà dans notre table ronde au cours de ces 2 journées par Maryse Léon, il y a un enjeu majeur, c'est que évidemment la santé ne se réduit pas aux soins. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur en France, c'est la prévention. Il n'y a pas de politique de santé publique de prévention en France, disent non, pour un pays qui pourtant a un système de sécurité sociale, pour un pays aussi développé que le nôtre. On est sur un système essentiel, l'assurance maladie, c'est un système réparateur. C'est pas un système de protection. La protection, c'est la prévention et la réparation. Voilà. Et là, la prévention, on le cherche désespérément. Et pour le coup, alors, au fil du temps, il faudrait voir, l'assurance maladie a abandonné quasiment, ou vraiment de façon tout à fait, en tous les cas, pour nous, professionnels de santé, tout à fait limitée, d'accord, eh bien, la prévention, alors on l'a laissée à d'autres, mais avec, on le voit aujourd'hui, des gros manquements, si ce n'est évidemment des échecs tout à fait patents. Aujourd'hui, clairement, on est Octobre Rose, d'accord, et évidemment, j'ai oublié mon petit... D'accord, pourtant, on est tous dedans, on promet Octobre Rose, etc. C'est très très bien, il y a Mars Bleu aussi. Mais si vous regardez bien, par exemple, toutes les actions de prévention que nous faisons au niveau national, d'accord, elles ne touchent que les personnes qui sont bien informées.
On passe à côté, comme toujours, d'accord, de ceux qui sont allophones, de ceux qui, évidemment, sont vulnérables, de ceux qui sont, évidemment, dans la rue, de ceux qui sont mal logés, de ceux qui sont mal nourris, etc. Et, évidemment, nos actions de santé publique, telles qu'elles sont menées au niveau national, ont une portée tout à fait limitée. Donc là, il faut aussi repenser fortement le système de santé pour qu'il soit en adéquation avec une protection sociale, une sécurité sociale moderne et combative, qui n'abandonne pas évidemment le terrain, on l'a dit, aux appétits féroces, d'accord, de tant de financiers. Je vais revenir quand même juste un petit point sur la financiarisation de la santé, puis je donnerai parce que voilà. Mais aujourd'hui, c'est une réalité dans tous les territoires. Les centres de santé eux-mêmes sont touchés par la financiarisation. On a parlé des centres de santé déviants, dentaires, ophtalmologiques, c'est une catastrophe, d'accord, avec effectivement des personnes qui sont des entrepreneurs, d'accord. On voit bien les hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux privés réussissent à capter finalement les ressources tout de même de l'assurance maladie. Pour le fait, je sais peut-être pas le bon mot, mais capitaliser, c'est reverser des dividendes à leurs actionnaires. C'est-à-dire l'argent de la Sécurité nationale se retrouve dans la poche d'actionnaires. Ramsay et d'autres, Elsan, etc., investissent massivement, d'accord, dans la santé, dans l'offre de santé. Est-ce que c'est normal ? Je pense que non, personnellement. Donc là, il y a sans doute aussi des actions à penser, réfléchir. Et comment dire, alors pour le coup, assez radicales. Et à un moment donné, il va falloir stopper ça. Et je ne connais pas d'autres alternatives. Évidemment, à ces systèmes évidemment, de santé privée qui se développent, qui sont encouragés par les politiques et depuis de nombreuses années, et notamment ces dernières années. La seule alternative qui existe, c'est le service public de santé, le service public de santé hospitalier, qu'il faut évidemment renforcer, reconsolider, développer, et puis on en parlera peut-être, un service public territorial de santé de proximité, de ville. Et les centres de santé, là, sont volontaires pour y participer, les centres de santé publics, évidemment. Merci. Alors, bon, il y a une question d'organisation de notre débat qui se pose là, parce que le temps est compté, on a pas mal de problématiques à aborder. Donc, est-ce qu'il y a des réactions peut-être à la fois ici, mais aussi peut-être dans la salle, sur cette question particulière du question économie, sécurité sociale, financement, financiarisation. En plus, il y a des questions qui font écho au débat qu'on a eu précédemment. Je pense au service public territorial de santé, ça a été abordé dans divers débats précédents. Oui, Frédéric ? Rassurez-vous, je ne vais pas redire les deux leviers de financement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cotisation sur les revenus financiers et modulation à la hausse pour les entreprises qui taillent dans l'emploi pour entrer dans un deal. Non, je voudrais souligner que et je suis content que Thierry Baudet soit là, parce que en tant que membre du CESE, il y a quelques années, j'ai été rapporteur d'un avis sur le financement des PME, TPE, et on a proposé un chemin de désintoxication, là, cette drogue dure des exonérations de cotisations sociales dont tu parlais, Sophie. Puisque dedans, nous parlions de reconvertir, c'est le CESE, hein, on va dans la prudence, et puis voilà, on a affaire à de la drogue dure quand même, donc on y va. De reconvertir une dizaine de milliards des exonérations de cotisations sociales, c'est quand même une dépense de l'État, donc cet argent, l'État l'utilise, mais de proposer de l'utiliser autrement. Et ça a fait un large consensus, puisque l'avis a été voté au CESE, on ne s'amuse pas avec le consensus. Donc de l'utiliser, ces 10 milliards, non pas comme des aides directes aux entreprises, mais comme une bonification d'intérêt pour les entreprises qui, pour leurs investissements, font des investissements écologiques et développant l'emploi. Et je me rappelle, je vous donne parce que cet avis, on l'a porté avec mes camarades de la CGT, avec la camarade de FO qui était à l'époque dans la commission, et puis avec l'UDP, ça s'appelait l'UPA à l'époque, les artisans, les vraies petites entreprises. Et ils m'ont dit, écoute Fred, là, les exos, on en a besoin, tiens, la drogue dure. Et j'ai dit oui, mais ce que je propose, d'abord, c'est pas toi qui les touches, c'est Carrefour, il était là, le patron de Carrefour, c'est lui. Donc voilà, il me dit, c'est vrai. Je dis, mais ce qu'on propose, c'est que le même argent, tu le touches, mais pour te développer. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, tu le touches si tu cognes sur les salaires. Et pour te développer, tu as besoin des capacités humaines. Donc je pense qu'il y a vraiment cet élément très fort qui est présent, et on a des chemins qui sont possibles. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? J'en vois pas. Ok, on poursuit si vous le voulez bien. Sophie, donc si on poursuit sur la question notamment des nouveaux droits. Sophie, je le disais aussi dans l'intro, entre franchise et forfait qui augmentent ou menacent d'augmenter, des remboursements de médicaments, âge de départ et durée de cotisation à la retraite qui s'allongent, les nouvelles générations ont le sentiment que leurs droits vont diminuant par rapport
à ceux de leurs parents, voire qu'elles n'auront jamais de retraite. Ambroise Croizat, donc le ministre qui est à l'origine de la Sécu, présentait celle-ci comme une création continue. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Frédéric, justement. N'y a-t-il pas besoin, pour maintenir l'attachement des Français à leur Sécu, de nouvelles luttes pour une extension des droits qui nous sortent collectivement de la seule zone de défense et de préservation des conquis d'hier, en faisant par exemple de la bataille, alors je sais que ça fait débat, mais on va pouvoir en débattre, de la bataille pour le 100% Sécu, d'en faire un objectif intersyndical de mobilisation et de négociation. Oui, je crois qu'il y a 3 problèmes. Le premier, c'est que il y a aujourd'hui un gros recul du niveau de remboursement, de prise en charge par la sécurité sociale d'une façon générale, avec une remise en cause du fondement de la Sécu sur chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins. Le Premier ministre l'a toujours pas dévoilé, mais sa copie budgétaire, malheureusement, on la connaît puisqu'elle a été envoyée au Haut Conseil aux finances publiques, et donc on a eu quelques informateurs qui nous ont dit que c'était exactement le budget Bayrou, les 2 jours fériés en moins, et donc avec dedans au menu de graves reculs en termes de protection sociale, notamment le doublement des franchises médicales, des attaques sur les ALD, etc. Et donc aujourd'hui, on assiste à un déremboursement massif avec des conséquences concrètes, puisqu'il y a un quart des Français qui disent avoir renoncé à des soins pour raisons médicales. Dans le même temps, ça fait aussi plusieurs années que les complémentaires augmentent parce qu'elles sont de plus en plus taxées, et que oui, pour les salariés, il y a une prise en charge par les employeurs, mais il y a toutes celles et ceux qui ne sont pas salariés, et notamment les retraités. Et puis enfin, le 3e point, c'est les dépassements d'honoraires qui explosent et qui n'ont jamais été aussi élevés. Et donc ces 3 facteurs cumulés, on a un reste à charge qui, je pense, atteint des sommets. Ça, c'est sur l'aspect santé. Et puis sur l'aspect retraite, des réformes régressives depuis les années 90, avec comme résultat que la durée de vie passée au travail a augmenté plus vite que l'allongement de l'espérance de vie. Donc auparavant, on nous vendait ces réformes des retraites en nous disant c'est un partage entre l'allongement de l'espérance de vie, il y en a la moitié que vous passez au travail, puis il y a quand même du temps de loisirs supplémentaire. Là maintenant, on nous vole de l'allongement d'espérance de vie, et dans le même temps, ça on en parle très peu, pour les prochaines générations, le taux de remplacement va s'effondrer, puisque là, du fait des réformes précédentes, on sait déjà que le niveau de vie des retraités va baisser, ce qui est inédit dans l'histoire. Jusque-là, depuis 1945, on a vu une augmentation progressive continue du niveau de vie des retraités. Donc premier problème, on a une baisse du niveau de protection aujourd'hui. Deuxième problème, il y a des nouveaux besoins massifs, notamment le vieillissement de la population, qui est un défi majeur. Et puis, on en parle peu, mais la question de la prise en charge de la petite enfance, si on veut que l'égalité femmes-hommes, ça soit autre chose qu'un slogan, oui, il y a besoin de s'en occuper. Aujourd'hui, il y a quasiment 50% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas de prise en charge. Tout le monde s'en fiche parce qu'en fait, ça repose sur les femmes qui se débrouillent, soit en arrêtant le boulot, soit c'est les grands-mères qui s'en occupent, soit les voisines, les collègues, etc. Donc, il y a un système de solidarité féminine qui fait qu'en fait, c'est un non-sujet. Donc il y a ces enjeux à couvrir. Et puis le dernier problème, c'est que quand la sécurité sociale recule ou quand les nouveaux besoins ne sont pas couverts, c'est le privé lucratif qui progresse. Avec une financiarisation énorme de l'aval, et peut-être aussi que on s'est trop concentré sur l'amont, la prise en charge, le financement, sans s'intéresser assez sur l'aval pour sortir l'aval du privé lucratif. Et là-dessus, moi, je voulais dire 2 choses. D'abord, c'est important de le rappeler que du privé lucratif, il n'y en a pas toujours eu sur le secteur solvabilisé par la Sécu. Ça date des années 2000, le fait qu'on ait autorisé à avoir des crèches privées, des EHPAD privés, des cliniques privées. Et aujourd'hui, le résultat est catastrophique puisque sur les crèches, c'est 40% des crèches qui sont détenues par le privé lucratif. C'est allé très très vite. Et si vous regardez, moi, ma lecture annuelle, c'est toujours Challenge sur les 500 plus grandes fortunes, c'est toujours très intéressant. Et donc, quand vous regardez les nouvelles fortunes, ceux qui ne sont pas des héritiers, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Ceux qui ne sont pas des héritiers, c'est dans le secteur de la dépendance, parce que c'est là où on fait la culbute avec l'argent de la sécurité sociale pour couvrir ces nouveaux besoins. Donc pour ces 3 raisons,
il y a besoin de cotiser plus pour protéger plus, pour socialiser plus. Et oui, ça a été dit, il faut plus d'argent, c'est une bonne chose, notre société en a besoin. Et de toutes les manières, si c'est pas un financement collectif via la Sécu, ça va être un financement individuel, puisque les gens ont bien besoin de protection. Et le financement individuel, si on veut savoir ce que ça donne, il suffit juste d'aller aux États-Unis et on voit que les inégalités explosent quand on a un cancer, il faut sortir 100 000 euros de sa poche. Évidemment que c'est hyper choquant, mais c'est quand même ça le modèle américain. On s'en rend pas compte en France, faut le dire et le redire. Et puis ensuite, c'est le système qui coûte le plus cher parce qu'il y a aucune régulation du secteur et ça coûte beaucoup plus cher que le système français. Donc c'est ça qui doit être le sujet d'aujourd'hui. Et puis dernière question sur l'aval, justement, j'ai parlé de comment la dépendance était la proie à la lucrativité. Il faut aussi parler du médicament. On n'a pas de politique publique en matière de médicaments. C'est un scandale que le médicament soit regroupé dans quelques entreprises extrêmement lucratives, des multinationales lucratives qui n'ont plus rien à faire de la sécurité sociale et de la France. Je pense notamment à Sanofi, par exemple, mais il y en a d'autres, c'est pas les seuls. On a besoin d'avoir une politique publique en matière de médicaments, et ça, c'est un facteur d'économie. Et je m'étonne qu'on n'en parle jamais. Si on avait une vraie stratégie publique du médicament, on ferait considérablement baisser le coût du médicament. On pourrait piloter aussi la recherche et l'innovation par rapport à ce qui nous intéresse et pas par rapport à ce qui intéresse les labos. Et ça permettrait d'avoir une stratégie collective en matière de médicaments. C'est bien normal parce que ce secteur, il est solvabilisé à 80-90% par de l'argent public et l'argent de la Sécu. Donc on doit avoir un droit de regard. C'est pas normal que, comme d'habitude, on socialise les pertes et on privatise les bénéfices. Il faut s'intéresser au debout de la chaîne. Merci. Éric May, donc Sophie Binet évoquait tout à l'heure les dépassements d'honoraires qui ont explosé. Pour le responsable de centre de santé que vous êtes, avez-vous, avec le recul des années, constaté les effets des politiques de restriction financière sur l'accès à la santé des assurés sociaux? Il y a les dépassements d'honoraires, mais il y a en général les restes à charge qui excluent une partie de la population qui vient se faire soigner dans les centres de santé parce qu'ils n'ont plus accès ailleurs à la médecine. Est-ce possible, selon vous, d'avancer vers le 100% Sécu et de promouvoir une médecine à l'accès gratuit pour tous? Je rappelle une chose, dans les centres de santé, nous ne pratiquons pas les dépassements d'honoraires. C'est une obligation, d'accord, inscrite dans le marbre du Code de santé publique. Donc déjà, ça peut être une réponse, hein, d'accord, à développer encore toujours un peu plus des centres de santé publique. Vous allez voir, je suis un petit peu monomaniaque, hein, d'accord. Voilà. Donc oui, simplement, oui, là c'est mon expérience de 30 ans de pratique de médecine générale dans un centre de santé, d'accord, qui me permet de dire qu'aujourd'hui, l'explosion évidemment des dépassements d'honoraires, c'est une explosion, effectivement, hein, d'accord. Bon, évidemment, je suis en région parisienne, je suis dans le 92, à Malakoff. Eh bien, j'ai des grandes difficultés aujourd'hui pour évidemment adresser certains de mes patients à des médecins spécialistes. Tous les médecins spécialistes aujourd'hui sont en secteur 2 avec des dépassements d'honoraires importants et ne pratiquent pas évidemment la dispense d'avance de frais, le tiers payant. Donc, quand il faut sortir 50, 60, 70 euros, eh bien, c'est une difficulté majeure pour ces patients. Donc, on doit évidemment se retourner vers, ils existent encore, mais vous connaissez leurs difficultés, les acteurs publics de la santé. Imaginer des partenariats, imaginer des parcours, ça demande énormément de travail pour évidemment finalement pallier à aujourd'hui ce qu'on a laissé évidemment se développer, cette pratique généralisée du secteur 2. Il y a eu un rapport de l'HCAM hein, qui est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui souligne qu'aujourd'hui tous les jeunes médecins praticiens spécialistes s'installent en secteur 2, tous. Hein. Les autres, il y a quelques exceptions, mais la majorité d'entre eux, dans le cadre de dispositifs où, pour des raisons multiples, hein, c'est toujours le principe finalement de l'intéressement financier. Hein, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, on donne de l'argent pour s'installer dans des aires médicaux, on dit vous allez pouvoir, faites quelques années de plus à l'hôpital avec ça, c'est les principes d'assistanat, de docteur junior, etc. Faites quelques années de plus, comme ça vous pourrez pratiquer les dépassements d'honoraires, et donc on est toujours dans des solutions palliatives et fondées sur l'intéressement financier qui fait qu'à la fin, eh bien, on se retrouve avec, alors on parlait depuis toujours de médecine de vitesse, mais c'est une réalité pour les patients en tous les cas que je suis moi à Malakoff, sur vos territoires, et dont témoignent aussi tous mes collègues dans tous les centres de santé, partout où ils sont implantés, mais tous mes collègues aussi libéraux, médecins généralistes, qui eux, dans la majorité des cas, pratiquent en secteur 1. Juste peut-être un petit focus quand même sur les bénéficiaires de l'aide médicale d'État.
Ils sont aussi aujourd'hui dans le viseur, comme vous le savez, avec de multiples attaques. Donc ça a été suspendu par le Conseil de l'assurance maladie qui a refusé que ça soit présenté à l'ordre du jour de la dernière réunion. On sait que tout ça n'est que suspendu, donc je remercie évidemment les organisations syndicales d'avoir fait, mais on sait bien que si la porte est fermée, ça va entrer par la fenêtre inévitablement, et vu les annonces que Sophie Binet a fait, je suis très inquiet. D'ailleurs, on a relancé, on sait bien d'ailleurs que Monsieur Lecornu a reçu récemment les deux responsables du rapport sur l'AME, justement comme ça, il a pris les devants. Donc là, on est vraiment très très inquiet par rapport à ça, parce que c'est juste pour illustrer, l'aide médicale d'État, comme vous savez, alors déjà, c'est pas la panacée, c'est un panier de soins qui est réduit, c'est pas exactement la PUMA ou la protection sociale, la sécurité sociale dont nous bénéficions. Ensuite, les délais d'obtention de l'aide médicale d'État sont très longs et très prolongés actuellement, avec des très grosses difficultés, ça nous les constatons aussi sur nos territoires. Pour rappeler, c'est dans l'intervalle, ces personnes qui résident sur les territoires, dont certaines travaillent et cotisent, d'accord, dans des paradoxes parfois curieux, d'accord, se retrouvent assez souvent aux urgences, simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que aux urgences. Alors pour le coup, c'est un recours inapproprié aux urgences, mais ils n'en sont pas responsables. Ce qui est responsable, c'est l'absence, effectivement, d'un système de protection sociale réellement universel pour toutes les personnes qui résident en France, quelle que soit la raison pour laquelle elles résident en France. Et c'est ça, effectivement, je fais le lien avec le 100% sécu dont vous parliez. Oui, si vous me posez la question, mais nous aspirons au 100% sécu, un vrai 100% sécu. D'ailleurs, Médecins du Monde est aussi sorti son rapport et appelle à cette couverture santé universelle. Il est temps, effectivement, de franchir le pas. Alors évidemment, c'est peut-être pas que ceux qui nous gouvernent en ce moment, mais il faut se donner quand même cet objectif, et très vite, d'accord, et de façon à ce que personne ne soit, évidemment, abandonné sur le bord de la route, parce que il n'a plus de C2S et qu'il va falloir 3 mois pour refaire le dossier de C2S, qu'il va falloir 6 mois pour faire le dossier d'aide médicale d'État, ou parce que brutalement j'ai perdu mon emploi et maintenant je relève de la C2S, là où avant je pouvais encore me payer une mutuelle, une complémentaire. Voilà. Donc là, il y a des enjeux absolument majeurs. Donc 100% sécu, oui, d'accord. Comment y aller? C'est un petit peu comme moi, je suis assez radical. Je pense qu'il faut y aller très vite, d'accord. Après, évidemment, pour ça, il faut avoir les mains aux manettes, d'accord. Merci. Marie-Lise Léon, je voudrais qu'on aborde une autre thématique en lien avec la question de nouveaux droits, nouveaux besoins. C'est la question du dérèglement climatique et de ses conséquences qui affectent, on le sait, tous les domaines de la vie sociale, et la sécurité sociale et les risques qu'elle couvre ne sont pas épargnés. Des maladies nouvelles apparaissent, favorisées par ce changement planétaire. Les canicules entraînent des effets néfastes sur la santé, notamment celle des plus fragiles et des plus précaires. Est-ce qu'il est possible de prendre en compte dès maintenant les effets de ces changements et les nouveaux risques qu'ils entraînent, d'anticiper aussi les évolutions préoccupantes pour la fin du siècle qui pourraient concerner le champ de la sécurité sociale, et s'y préparer? Y a-t-il de nouveaux champs également à explorer plus largement sur les risques à couvrir? Tout à l'heure était évoquée la question de la dépendance, qui est le serpent de mer des pouvoirs publics, qui ne cesse de reporter l'immense chantier qui est devant nous avec le vieillissement. On a aussi des réflexions nouvelles qui apparaissent parallèlement sur le thème de la sécurité sociale de l'alimentation, qui s'inspirent des principes de mutualisation pour offrir à tous une sécurité alimentaire. La sécurité sociale, pour résumer, est-elle appelée à faire école dans les décennies qui viennent, tant pour faire face aux enjeux climatiques qu'à se poser par la persistance ou l'aggravation des inégalités dans la satisfaction des besoins de base? Merci beaucoup pour... on a envie de réagir sur tout ce qu'on a pu entendre auparavant, mais je vais me concentrer sur cette question-là. Les 3 éléments que vous évoquez sont extrêmement importants, et je rejoins Sophie Binet qui parlait aussi des questions de petite enfance. En fait, l'ensemble des sujets que vous évoquez, le dérèglement climatique qui touche, on sait, c'est pas un sujet pour la fin du siècle. Moi, je pense qu'on est déjà en plein dedans. Et on parle des canicules, on sait qu'elles vont se multiplier, s'intensifier, et qu'il va falloir vivre avec, parce que la trajectoire de décarbonation n'est pas complètement à la hauteur de ce qu'il faudrait. Mais que ce soit en matière de changement climatique, de perte d'autonomie ou d'alimentation, de petite enfance, ça nous renvoie sur des sujets éminemment sociétaux qui posent en fait la question à la sécurité sociale de savoir en quoi elle peut répondre à ces enjeux et quels choix de société on fait nous, l'AME aussi. C'est
quel choix de société fait-on de respect de la dignité humaine, en fait. Et quand j'évoque la question le changement climatique, il va falloir l'intégrer de toute façon, parce que les conséquences, elles sont déjà là. Je prends un sujet très concret. Le monde du travail est déjà en train de devoir faire face à des bouleversements, des modifications, parce qu'on travaille pas pareil. J'enfonce une porte ouverte, mais on travaille pas pareil quand il fait 45 degrés que quand il fait 25. Vous faites pas le même métier quand vous êtes bûcheron et que vous devez couper un arbre qui est malade parce qu'il y a des parasites, parce qu'avec le changement climatique, il y a aussi de la sécheresse, et que l'accidentologie augmente extrêmement rapidement dans ces populations de métiers, on est déjà dedans. Donc en fait, il y a déjà des enjeux qui se posent, et la question de la façon dont on prend en compte ces risques et qu'on les nomme des risques, moi je pense qu'il faut qu'on change aussi notre vocabulaire. On est sur des risques sociaux et écologiques. On est déjà dedans, et ça fait partie des questions qui se posent à la sécurité sociale. Il faut les reconnaître, et il faut les couvrir. Sur la question de la perte d'autonomie, excusez-moi, je dis souvent dépendance, mais je sais que c'est pas la même chose. Perte d'autonomie, moi je pense que on a eu je fais un focus sur cette question-là parce que je pense que aujourd'hui on est face à des non-choix sociétaux de comment on permet à chacun et chacune de vieillir dignement. On est vraiment sur cette question fondamentale. Et comment on fait en sorte qu'on puisse tous et toutes être couverts dignement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question financière, elle est essentielle, et que ça n'est pas vrai que vous n'avez pas la même fin de vie, ou pas la même fin de vie, pardon, la même accompagnement dans la question de la perte d'autonomie en fonction de vos moyens financiers. C'est une réalité. Et donc, la question on a aujourd'hui un élément, la sécurité sociale a prévu une 5e branche qui n'a pas de financement. Donc il y a un vrai choix politique aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir financer à la hauteur de ce que devrait être le respect de la dignité de chacun et de chacune pour un accompagnement dans le temps, dans la vie, pour un risque dont on sait quand même globalement que la probabilité est très forte. On est tous à peu près sûrs qu'on va vieillir, et qu'on a tous une aspiration à un vieillissement dans de bonnes conditions. Et je pense que du coup, pour cette question qui s'adresse directement à la sécurité sociale, je pense qu'on a un enjeu, nous, en tant qu'organisation syndicale, de réussir à porter la question de la valorisation des métiers qui font l'accompagnement de ces personnes. C'est fortement féminisé, donc je le dis crûment et voilà, directement. C'est fortement féminisé parce qu'on considère que ça ne revêt pas de compétences particulières. C'est bien entendu, mesdames, que nous sommes faites pour nous occuper des autres. C'est ironique, bien entendu. Donc, il n'y a pas de compétences particulières. Donc, il y a de très faibles rémunérations, voire les plus basses. Et il n'y a pas de perspective d'évolution de carrière. Donc, tant qu'on n'aura pas traité cette question, il faut pouvoir... on n'avancera pas. Donc, il y a l'enjeu de cette valorisation des métiers. Il y a, je pense, un investissement à faire sur le maintien à domicile, aussi dans de bonnes conditions, mais le maintien à domicile, c'est aussi des personnes valorisées, correctement reconnues aussi. Vous avez encore des milliers et des millions, des centaines de milliers d'aides à domicile dont on n'indemnise pas les déplacements, par exemple, alors qu'on sait que c'est leur quotidien d'aller à 2, 3, 4 domiciles par jour, avec des conditions de précarité, de contrat de travail. Moi, je ne savais même pas que ça existait. J'ai connu des aides à domicile qui avaient des contrats de 30 minutes pour faire un repas. On est quand même chez les dingos, quoi. Donc, tant qu'on n'aura pas la reconnaissance des personnes qui prennent soin de ces personnes en perte d'autonomie, on ne résoudra pas on rebouclera pas le truc. Et puis, il y a besoin, je pense, de parcours lisibles financièrement pour les familles, pour qu'elles puissent aussi savoir comment elles peuvent accompagner au mieux les personnes en perte d'autonomie. C'est un enjeu éminemment. Et moi, je me suis dit à un moment où il y avait, vous l'avez eu tous en tête, le scandale d'Orpea avec le bouquin qui est sorti, etc. Mais je me suis demandé en préparant cette table ronde, comment ça avait avancé en fait depuis. Mais malgré ces mini tremblements de terre, on se rend compte que
on perd vite le fil. Et c'est un vrai sujet qui doit en tout cas, qui doit être posé dès maintenant. Et puis, en ce qui concerne la sécurité sociale de l'alimentation, ça peut paraître une idée un peu farfelue, ça l'est pas du tout, parce qu'en fait il y a déjà des expérimentations qui sont à l'œuvre, qui permettent d'appliquer les principes dont on parlait, de solidarité, d'universalité, et qui voilà, ça doit faire partie des... Alors, qui dit expérimentation dit évaluation. Je pense que c'est important. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans le dernier tour de parole. Mais il y a déjà des expérimentations très prometteuses et je pense que c'est aussi important de pouvoir les porter et puis se dire comment on peut ensuite généraliser ce type de réponse à des besoins... des besoins totalement vitaux, au moins aussi importants que la question de la santé, de faire face au dérèglement climatique ou à la perte d'autonomie. Merci. Alors, au regard des 3 interventions précédentes, Thierry Baudet, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, la première, c'est comment l'ancien responsable mutualiste que vous êtes voit-il la complémentarité entre... vous voyez là, donc je m'adresse à vous sous une autre casquette, hein, voilà. Mais quelle complémentarité entre le mouvement mutualiste et une sécurité sociale aux droits plus étendus, et notamment dedans la question du 100% sécu. Et puis la deuxième, c'est doit-on ou peut-on imaginer de nouvelles branches ou de nouveaux risques que, à l'image de ce que vient d'illustrer le propos de Marie-Lise Léon, de nouveaux risques que la société couvrirait demain, financés par les revenus du travail ou d'autres ressources à identifier, à l'heure où toutes les inégalités s'exacerbent, santé, alimentation, on en a parlé, transport, offre de soins, logement, revenus, patrimoine. Ou faut-il prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour que les Français restent en bonne santé, il faut réduire les inégalités en amont de la couverture sociale, en s'attaquant à leur cause profonde pour les résorber. Question simple en 3 minutes. Merci de l'avoir posée. Il faut que je vous dise d'où je parle. Donc, du coup, moi, je vais parler de mon expérience de dirigeant mutualiste pendant plus de 20 ans, près de 30, en particulier au sein d'une mutuelle, la MGEN, la mutuelle de l'éducation nationale, qui a été créée... Voilà, pardon, j'avais dû appuyer sur un bouton. Donc, la MGEN, qui a été créée en 1946 par des syndicalistes, c'était les militants du syndicat national des instituteurs, à leur congrès de 1946, qui ont voulu créer une mutuelle générale et nationale. Ils ont fusionné des sociétés mutualistes existantes. Je crois que c'était 130, et pour créer, pour que les solidarités locales deviennent des solidarités plus étendues. Et ils ont voulu participer de l'aventure de la sécurité sociale naissante. Et en 1947, ils obtenaient la gestion de la Sécu pour les fonctionnaires. Donc moi, c'est à cette mutualité-là que j'ai été biberonné. Et dans cette mutualité-là, à la MGEN, les dirigeants mutualistes, ils ont décidé d'appliquer au règlement mutualiste les principes de la Sécu. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Pour une même couverture santé, l'ouvrier technicien d'un collège, il payait moins que le prof agrégé, et naturellement, le retraité, il payait moins que l'actif. La première cotisation du retraité, elle était moins élevée que la dernière cotisation d'actif, puisque les ressources avaient diminué. Et donc, nous, à la MGEN, quand on voyait des transferts, quand on voyait la Sécu se retracter, il y avait des gens dans le marché, comme on dit, des assureurs, qui voyaient une opportunité, un accroissement de la matière assurable. Nous, on y voyait d'abord un recul de la solidarité nationale. Donc moi, c'est dans cette mutualité-là que j'ai évolué, que j'ai été élevé d'une certaine manière, et on s'est toujours pensé, je me suis toujours pensé comme un militant d'une sécurité sociale aux droits étendus, et ça m'empêchait pas en même temps d'être un militant de la mutualité, et on essayait de penser la complémentarité. Alors la complémentarité peut se jouer de plusieurs manières. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, ça a été dit par beaucoup autour de la table, c'est la question de l'accès aux soins.
ce qui préoccupe nos concitoyens, c'est le médecin généraliste qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé. C'est le fait que parce qu'il n'y a pas de permanence des soins, à partir de 18 heures, on n'a pas d'autre choix que d'aller aux urgences. C'est ce qui fait que il y a des délais considérables pour trouver des délais et des distances pour trouver un ophtalmo, par exemple. Et donc le système aujourd'hui, il parvient pas à y répondre seul. Moi, je fais partie d'une mutuelle. J'ai créé en 2017 un groupe mutualiste, le groupe Vive. On gère. Au moment où je vous parle, le groupe gère sur l'ensemble du territoire 1800 services de soins et d'accompagnement non lucratifs, présents dans 82 départements sur le territoire. Des cliniques, des centres de santé, une dizaine, des centres dentaires, et puis aussi des dispositifs de soins, d'accompagnement, des magasins d'optique, du funéraire, du transport sanitaire, etc., etc. On a pensé qu'on pouvait jouer un rôle utile en complétant ce qui existait pour faciliter l'accès aux soins. Après, je pense que la mutualité, il a été beaucoup question, Sophie, Marie-Lise ont beaucoup évoqué la question des femmes. Je pense que la mutualité, quand elle est inscrite dans le mouvement social, elle peut innover et être en avant sur ce que va faire la Sécu. Moi, je vais prendre 2 exemples. Ma mutuelle, la MGN, je suis pour rien, c'était bien avant moi. Elle a créé des consultations d'orthogénie bien avant que d'autres créent des consultations d'orthogénie. La loi Veil, c'était 75. Il a fallu attendre 1982, la loi Roudy, pour que la Sécu rembourse l'IVG. Nous, dans ma mutuelle, on l'a remboursé dès 75. Et je veux considérer que ces prises en charge un peu en avance de phase, etc., inscrites dans le mouvement social, ça amène aussi l'ensemble du système et la sécurité sociale après à y venir. Et puis, il y a un sujet majeur pour nos concitoyens. C'est le reste à charge final. J'ai fait une petite révision avant de venir. Je crois qu'aujourd'hui, puisqu'il a été beaucoup question des dépassements d'honoraires, aujourd'hui, le tarif Sécu pour la consultation d'un spécialiste, c'est 60 €. Donc, ça veut dire que dans le système actuel, la Sécu elle rembourse 70%, globalement 40 €, et la mutuelle, la complémentaire, 20 €. Très bien. Si on passait à un 100% Sécu, sans rien changer par ailleurs, ça veut dire que ce serait la Sécu qui rembourserait les 60 €. Mais ça change quoi pour les Français? En Île-de-France, quand vous allez voir un spécialiste, c'est minimum 100, 150 € et parfois beaucoup, beaucoup plus en fonction des spécialités. En réalité, le problème aujourd'hui de la Sécu, c'est que les prix pratiqués par les professionnels de santé n'ont rien à voir avec les tarifs sécurité sociale. Et je constate qu'aujourd'hui, en dépit de ces efforts, la Sécu, elle ne parvient pas ou très difficilement à réguler les coûts de santé. Vous l'avez dit vous-même. En ce moment, il y a 3/4 des spécialistes qui s'installent en secteur 2. C'est plus de 10 points par rapport à la situation il y a 10 ans. Et nous, les complémentaires, les mutuelles, on a mis en place des dispositifs imparfaits. Mais en 91, dans ma mutuelle, on a été les premiers à passer un conventionnement sur le dentaire pour s'accorder avec les chirurgiens dentistes sur le coût de l'orthodontie et des prothèses dentaires. On l'a fait, la Sécu l'a fait, Daniel, je te prends un témoin, la Sécu l'a fait longtemps après. On a fait des choses sur l'optique, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il y a de l'espace, il y a une complémentarité qu'on peut imaginer entre la Sécu, encore une fois, ne perdez pas mon point de vue de départ, une sécurité sociale qui doit être la plus étendue possible. Mais il y a de la place pour des acteurs complémentaires, et je pense que ces acteurs complémentaires, ils peuvent amener de l'émulation utile, positive dans le système. Il faut lutter, vous l'avez dit, contre la financiarisation. Je suis tout à fait d'accord. Quand on regarde ce qui se passe en radiologie, en biologie, dans un certain nombre de cliniques privées lucratives, c'est totalement scandaleux ce qui est en train de se passer. Il faut y mettre un terme. Mais moi, je pense qu'il faut lutter contre la financiarisation. Je ne suis pas un partisan de la totale étatisation. Il a été question d'AME. Je me résous à rien du tout, mais d'aventure en fonction de ce qui se passera
au plan politique, l'étatisation sur un certain nombre de sujets, on voit aussi où ça pourrait nous mener. Donc moi, je crois à une voie, je crois à une voie intermédiaire, une troisième voie, où on peut concilier étatisation, sécurité sociale de très très haut niveau et initiative de mutuelles non lucratives. Pardon d'avoir été long, mais je voulais un peu développer cette idée-là. Je vais essayer d'être très court sur votre autre question. Je pense en effet qu'il faut essayer dans notre pays de prendre les sujets un peu différemment et d'essayer de, je sais pas comment vous avez dit, soigner le mal à la racine d'une certaine manière. Et on sait que la bonne santé, ça dépend de politiques de santé, les politiques d'accès aux soins, mais ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses que des seules politiques de santé. L'environnement physique dans lequel on vit, les conditions de vie, les conditions de logement, les conditions de travail sont plus ou moins protectrices. On connaît aussi l'importance des comportements individuels. Le rapport à l'alimentation, à l'activité physique, ça a été évoqué, madame, lors de la table ronde précédente. Le sommeil, le rapport aux addictions, etc., etc. Donc, en fait, moi, je pense que quand on parle de changement de système, passer d'un système d'assurance maladie à un système d'assurance santé, quand on dit qu'il faut développer la prévention, en réalité, c'est dans toutes les politiques publiques qu'il faut d'emblée intégrer une dimension prévention. Et je fais partie de ceux qui ont trouvé, je crois que c'était c'était Madame Borne qui était première ministre, elle avait intitulé pour son gouvernement le ministère, elle a créé le ministère de la santé et de la prévention. Eh ben, j'ai considéré que c'était une fausse bonne idée. Parce que la prévention, ça ne peut pas et ça ne doit pas être le sujet du seul ministère de la Santé. Bien sûr qu'il faut faire de la prévention dans le ministère de la Santé, mais si on veut prendre les sujets à la racine, il faut qu'il y ait de la prévention dans toutes les politiques publiques. Ça me paraît vraiment majeur. Sur les nouveaux risques à couvrir, ça a été dit dans les tables rondes précédentes. Moi, je pense qu'il faut d'abord s'assurer de l'accès réel aux risques déjà couverts. Et c'est pas complètement le cas, ça a été évoqué. C'est vrai en santé, c'est vrai en prévoyance. La dépendance, vous l'avez dit, c'est pas financé. L'IBO, en 2019, il disait il faut 10 milliards d'euros. Ils sont pas. Aujourd'hui, c'est sûrement 12 ou 13. Ils sont pas là. Mais oui, il faut réfléchir aux risques que l'on peut et que l'on doit socialiser. Je ne suis pas certain que tous les risques nouveaux que l'on doive socialiser, on doive les socialiser dans le cadre de la sécurité sociale. Donc ça, je pense que ce sont des choses qu'il faut regarder. Merci. Écoutez, on va poursuivre finalement dans le fil aussi des questions que vous ouvrez, en abordant la question de la démocratie sociale, puisque vous évoquiez notamment la question étatisation ou non et troisième voie. Sophie Binet, Ambroise Croizat disait du système français de sécurité sociale que sa principale originalité par rapport au système étranger inventé à la même époque était d'être, je cite, inspiré du souci de confier à la masse des travailleurs et des intéressés la gestion de leur propre institution. Ce qui n'était pas le cas donc des systèmes plus étatiques inventés chez nos voisins. Aujourd'hui, on a affaire à une institution qui est justement largement étatisée, et on sait que le paritarisme aussi n'est pas la gestion directe par les intéressés des origines, puisque celle-ci, à l'époque, en tout cas, excluait le patronat. Les salariés et leurs ayants droit sont-ils les seuls légitimes à gérer la sécurité sociale à vos yeux? Et quid du Parlement et des employeurs dans une refonte, on va dire, démocratique de sa gestion? Alors, le patronat n'était pas exclu, hein. Il avait un tiers à un quart des places. Alors, ils étaient minoritaires. Voilà, c'est ça. Ça se passait très bien. Donc voilà l'objectif. Non mais donc la gestion démocratique, je pense, c'est le grand héritage d'Ambroise Croizat, et c'est cette partie de son héritage qui est trop méconnue et pas assez discutée, parce qu'en fait on voit la situation aujourd'hui où il n'y a plus aucune démocratie sociale sur la gestion des enjeux de sécurité sociale. Bah, le résultat c'est quoi? C'est un débat uniquement gestionnaire. Et moi, je trouve déjà rien que l'échange là qu'on a eu pendant 1h30, ça fait du bien. En fait, on part des besoins et on se dit à partir de ces besoins,
comment est-ce qu'on finance ? Or, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On part du fait qu'on ne peut pas financer, que ça nous coûte trop cher, et du coup, on se dit qu'est-ce qu'on va financer en moins. Donc, ça change tout, la façon dont les termes du débat sont posés. Et ensuite, le deuxième gros changement, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité sociale pour les gens, c'est vécu comme une institution bureaucratique ou comme, pour d'ailleurs les médecins, et parfois à raison, parce que maintenant il y a beaucoup de contrôle de la Sécu sur le trop de prescriptions, etc., pour faire rentrer les médecins dans le rang et les empêcher de bien exercer leur métier, ou comme l'exercice d'un contrôle tatillon. Et moi, je voulais aussi vous parler de la grande souffrance des salariés des caisses, à qui on demande de mal travailler et qui, depuis 20 et surtout 10 ans, ont été confrontés à des transformations majeures de leur façon de travailler, avec une baisse du nombre de caisses et d'accueil physique, avec le remplacement de l'accueil physique par le numérique, avec une complexification de toutes les procédures. Et maintenant, quand on est derrière le guichet dans une caisse d'assurance maladie, on n'a plus le droit, on n'a plus accès au dossier de l'assuré social. On peut juste lui dire, tiens, va te créer ton compte sur Amélie pour avoir ton compte. On ne peut plus intervenir dessus. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé à Pôle emploi, enfin de tous les travailleurs et travailleuses sociales. Et en fait, on organise le système pour organiser le non-recours au droit et pour distancier, pour faire bien comprendre aux gens que ça n'est pas, c'est une aumône et qu'ils se plaignent surtout pas de devoir attendre 3 mois pour pouvoir avoir leurs indemnités journalières, par exemple, situation qui est de plus en plus commune. Mais c'est hyper grave quand même. On a des femmes en arrêt maternité, en congé maternité, qui reçoivent leurs indemnités journalières après la naissance de l'enfant, voire une fois qu'elles ont repris le boulot. Enfin, c'est quelle honte de laisser les travailleurs et les travailleuses sans revenu de remplacement. Ce sont nos droits et on a l'impression qu'on fait même de la cavalerie budgétaire sur nos droits, quasiment. On en est rendu là. Donc oui, il y a besoin d'un grand élan démocratique, parce que donc ça s'est traduit par un transfert soi-disant au Parlement avec les lois de financement de la sécurité sociale, mais je dis soi-disant parce qu'il faut regarder comment le débat est conduit au Parlement. Le Premier ministre hier, avant-hier, a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3. C'est bien, c'est une première avancée. Le problème, c'est que s'il y avait que le 49.3, ça serait bien. Il y a l'article 40, on peut en parler de celui-là. C'est quand même un scandale démocratique. On ne peut pas, les parlementaires ne peuvent pas créer de nouvelles dépenses, même s'ils créent la recette correspondante, ils peuvent pas créer la nouvelle dépense. Donc, par exemple, ils peuvent pas abroger la réforme des retraites à cause de l'article 40. Et il y en a toute une autre série. Donc, même le débat parlementaire, c'est même pas le sujet de est-ce que c'est les acteurs sociaux qui décident ou est-ce que c'est les députés ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que les députés ont la main sur les lois de financement de la sécurité sociale. C'est un pilotage uniquement technocratique avec un blocage des recettes. Et donc, l'objectif, c'est juste de baisser le niveau de remplacement et le niveau de protection. Et donc, le problème du paritarisme, c'est qu'il y a un droit de veto de fait pour le patronat. C'est quand même un problème. Et puis que, par ailleurs, même le paritarisme est encadré par des règles de gestion, des règles d'or. Par exemple, l'Agirc-Arrco, de plus en plus, la négociation, de toute manière, elle est extrêmement encadrée par des objectifs d'équilibre, un pilotage par les réserves, qui fait que, de fait, on peut avoir tout le rapport de force du monde. Ça ne pourra pas aller bien loin, parce qu'il y a des règles technocratiques qui encadrent les discussions. Donc oui, il y a besoin qu'on ait une réflexion collective sur comment est-ce qu'on reprend en main la sécurité sociale. C'est à nous, c'est nos salaires, c'est notre argent, il faut repartir de là. Et donc c'est les travailleurs et les travailleuses qui doivent pouvoir la piloter. Et je pense que si on avait gardé le pilotage, on ne serait pas dans la situation actuelle, parce que quand on regarde toutes les discussions qu'il y avait dans les caisses à l'époque, quand elles étaient gérées par les travailleurs et les travailleuses, eh bien justement on s'interrogeait sur les dépassements d'honoraires, sur on créait des centres de santé, on faisait tout ce travail-là qui a arrêté d'être fait parce qu'on nous en a retiré la gestion et qu'on a le sentiment que c'est un truc qui nous est complètement extérieur et sur lequel on n'a plus de prise. Dernière chose, on a été destinataire il y a quelques jours d'un courrier du Premier ministre qui nous a quand même expliqué que pour fêter les 80 ans de la sécurité sociale, il nous proposait de faire une grande négociation avec le patronat, dont l'objet c'était de discuter de comment financer la sécurité sociale en pesant moins sur le travail, parce qu'aujourd'hui le problème de notre sécurité sociale, c'est qu'elle pèserait trop sur le travail. Bon, ce qui est l'inverse de notre constat, puisqu'elle n'a jamais aussi peu pesé sur le travail et qu'elle a besoin de recettes supplémentaires. Et donc,
C'est le Cornu qui nous adressait un courrier il y a 4 ou 5 jours pour nous demander d'ouvrir, et ça c'est l'agenda patronal, c'est ce que voulait le patronat, drôle de façon de fêter les 80 ans de la sécurité sociale quand même, parce que si on demande au patronat de nous dire quel doit être l'avenir de la sécurité sociale, on sait qu'ils n'en ont jamais voulu de la sécurité sociale, donc il faut surtout pas leur remettre ce débat-là entre les mains avec de fait un droit de veto, puis surtout avec les termes du débat posés de la sorte. On n'a pas besoin d'un Premier ministre pour ne faire le SAV d'un agenda patronal. Il doit avoir une toute autre ambition quand même en termes de santé et de protection sociale du pays et des travailleuses et des travailleurs. Merci. Marie-Lise Léon, si ma mémoire récente est bonne, François Bayrou a agité un peu à la surprise générale quelques jours avant sa chute la perspective d'un retour à une gestion paritaire de la sécurité sociale. Est-ce souhaitable selon vous, et surtout à quelles conditions, alors que parallèlement, comme on vient de le dire, l'étatisation de sa gestion a beaucoup rogné les marges de manœuvre, même celles du Parlement, comme vient de le dire Sophie Binet, qui vote les lois de financement, mais aussi les plafonds de dépenses, et que parallèlement aussi des instances non élues surveillent en permanence ces comptes. Je pense à la Cour des comptes évidemment, mais aussi au Haut Conseil des finances publiques, par exemple. Votre mémoire est bonne, avec une nuance, c'est que c'était une proposition de gestion paritaire des retraites, de l'intégralité du régime des retraites. Bon, je pense qu'il était persuadé de nous faire un merveilleux cadeau avec une annonce, l'annonce du siècle, en se disant ils vont être hyper contents parce qu'on leur donne un rôle et qu'ils vont en contrepartie, s'en satisfaire. Bon, la question de la gouvernance, elle est centrale. Je suis d'accord avec ce qui a pu être dit, mais gérer pour gérer, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. La question, c'est comment on définit les règles, en fait. Et au-delà de dire on a un certain nombre de capacités, des marges de manœuvre en matière de gestion, je prends un exemple, l'assurance chômage. On gère l'assurance chômage parce qu'on en définit les règles. On n'est pas juste là pour prendre des règles définies par d'autres et se dire on va essayer de faire avec, et puis on fait notre petite popote, du mieux qu'on peut. Donc gérer pour gérer, non. Si on définit des règles, oui. Après, il faut aussi être lucide sur c'est quoi, quels sont les pouvoirs réels et les règles qu'on se donne collectivement. Je rebondis sur ce que disait Sophie avec des règles d'or qui peuvent, ou en tout cas des règles de gestion définies dans le cadre de la GERCARCO. La difficulté, c'est que, si on gère paritairement, c'est qu'on, par principe, on gère avec d'autres qui sont pas d'accord avec nous. Donc en fait, c'est aussi c'est définir c'est quoi le sport qu'on pratique et c'est quoi les règles qu'on se donne. Donc ça, c'est aussi, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir cette lisibilité, en tout cas, de règles, et c'est donc et c'est aussi des règles, et c'est aussi assumer une part de responsabilité avec un certain nombre d'éléments. Moi, je pense que sur la question de la gestion de la sécurité sociale, je pense qu'il y a un enjeu, autour de la question de la trajectoire pluriannuelle. Je pense qu'il faut qu'on puisse se dire qu'il y a besoin de visibilité, de lisibilité et de pouvoir travailler sur du temps un peu au-delà de ce qui est l'échéance annuelle, parce qu'on est sur un système, et c'est ce qu'on on pratique très régulièrement dans le cadre de l'assurance chômage, qui est quand même un système paritaire qui échappait jusqu'à 2018 largement, qui échappait entre guillemets, mais en tout cas les règles étaient définies véritablement de façon autonome. La loi de 2018 sur l'assurance chômage, sur l'emploi en général, mais sur l'assurance chômage, définit une trajectoire, je redis les choses dans l'ordre, définit des lettres de cadrage qui doivent intégrer dorénavant des trajectoires financières définies uniquement strictement par le gouvernement. Donc ça a été une façon pour eux de dire comment on peut véritablement reprendre la main. Je me permets un commentaire complémentaire, c'est que je pense que on a aussi des responsables politiques qui, à partir de 2017, ont considéré que l'assurance chômage, notamment, et les montants de collecte, étaient des histoires un peu trop sérieuses pour des syndicalistes. Je le dis comme je le pense. Je pense qu'à un moment, ils se sont dit que, vu les montants, l'intégration notamment de l'assurance chômage dans la consolidation d'un certain nombre de comptes,
ne pas avoir la main sur ces éléments et la question de la légitimité des organisations syndicales à pouvoir s'exprimer sur des règles d'indemnisation de l'assurance chômage, il y a vraiment une question de conflit de légitimité. Et donc, c'est important de pouvoir aussi remettre dans le débat. Il ne suffit pas qu'un Premier ministre nous dise « je vais vous donner la gestion d'eux ». Je pense qu'il faut qu'on ait un débat de fond sur qui est légitime, pourquoi, qu'on revienne au principe de ces différentes composantes de la protection sociale au sens large, et qu'on puisse se redire la façon dont on peut poursuivre cette aventure démocratique, parce que si à un moment on a considéré pertinent d'intégrer que les organisations syndicales, outre le fait qu'elles étaient à la naissance de la sécurité sociale, c'est qu'elles avaient elles-mêmes une connaissance du monde du travail réel, et donc une légitimité et une capacité à poser des règles et à gérer correctement l'ensemble des différents champs. Et je pense que on a une réflexion en matière démocratique à se dire comment on élargit le scope et justement qui est légitime à. Et je pense que pour la sécurité sociale, avoir une réflexion autour de l'apport des professionnels, qu'ils soient donc de santé, sur la pratique de leur métier, la façon dont on peut donner aussi plus et mieux, je pense, la parole aux patients, aux usagers. J'aime pas trop ce terme en matière de sécurité sociale, mais je pense que c'est aussi il y a une volonté, je pense, d'expression sur ces sujets, et je pense que ça ne peut que bénéficier à partir des besoins véritablement et construire un chemin qui permette de répondre véritablement à cette attente sociétale qui a quand même pour objet de contribuer à notre cohésion sociale. Donc je pense que c'est aussi important de pouvoir leur faire Alors il y a des expérimentations, enfin je sais qu'il y a des endroits où, notamment territorialement, on associe les usagers, etc. Mais je pense que c'est important de pouvoir se dire comment on élargit et comment on leur fait peut-être une place plus importante. Merci. Alors, je vais vous faire une proposition qui va être de contracter la fin de notre débat, parce qu'on va devoir libérer notre vidéaste, mais qu'on puisse poursuivre ensuite l'échange hors caméra, y compris avec la salle. Donc, je vais proposer à Thierry Baudet et Éric Bay d'essayer de répondre de manière concise à la question sur ce thème. Et Thierry Baudet, ça fait plus de 40 ans que les assurés n'ont pas voté pour désigner leurs représentants dans les caisses de la sécurité sociale, comme ils le faisaient de 1947 à 1983. Vous qui dirigez une assemblée consultative, quels sont les ressorts, selon vous, pour maintenir vivant le lien entre une institution comme la Sécu, qui, on l'a rappelé, n'est pas une banale administration, et les citoyens qui sont aussi des assurés sociaux? Merci. Moi, je pense que c'est vraiment c'est un sujet majeur, ce sujet démocratique, parce que c'est un enjeu de citoyenneté sociale. Et en fait, ce qu'il faut, c'est recréer de l'adhésion à la Sécu de nos concitoyens. Il faut recréer de la fierté. Il faut transmettre non seulement la Sécu, mais l'idée de la Sécu. Ça a été dit, ce bien commun, ce geste de fraternité, ce fait que nous ne sommes pas indifférents les uns aux autres. Et il faut le faire parce que aujourd'hui, ça a été dit de différentes manières, tout tend à réduire le citoyen à un consommateur de santé, et tout tend à ramener la Sécu à un simple guichet payeur. Donc on est très très loin, voilà, on est très très loin de la balle. Donc moi je fais partie de ceux qui sont pas fans du PLFSS et du Parlement. On a voulu faire croire que ce serait plus démocratique de confier le budget aux parlementaires. Vous me posez la question du point de vue des Français.
moi, du point de vue des Français, j'y vois un outil d'éloignement et de déresponsabilisation. Et pour plein de raisons. La construction, on le sait, elle est faite par l'administration, sans associer les acteurs, sans partir des besoins des patients, sans partir des besoins des territoires. Et on est en plus dans une logique d'annualité budgétaire qui, pour moi, est totalement incompatible avec les enjeux de long terme des questions de sécurité sociale. Donc, si on reste dans le cadre du PLFSS, encore une fois, je ne perds pas de vue votre question sur les citoyens, sur les Français, il faut à minima, pour moi, à intervalles réguliers, des lois de programmation pluriannuelles. Et à l'occasion, qui serait naturellement complétée chaque année par des PLFSS, mais il faut des lois de programmation pluriannuelles. Et à cette occasion, il faudrait associer naturellement les organisations syndicales, mais c'était votre question. On pourrait aussi associer les Français aux grands choix qui les concernent. Et en fait, moi, je pense que la question, elle est simple. Soit on croit à l'intelligence collective, soit on n'y croit pas. Soit on continue de se défier du peuple, soit on arrête de se défier du peuple. Et la courte expérience que j'ai au CESE, à travers les dispositifs de convention citoyenne, c'est que des grands sujets de société, on peut utilement les passer au tamis de la société, et des citoyens, pardon de le dire comme ça, ordinaires, mis dans un cadre de délibératif approprié, sont capables de formuler des choix intelligents, raisonnés, responsables. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Il faut, on peut créer. C'est un sujet qui mérite d'être passé au tamis de la société. On va pas le développer là, mais les dispositifs de participation citoyenne qu'on maîtrise un peu mieux maintenant, peuvent y contribuer si naturellement, la démarche est sincère. Si la consultation citoyenne, ça se transforme en serious game, où en gros, on peut pas parler, par exemple, des recettes supplémentaires, mais uniquement des dépenses qu'il faut réduire. Donc il faut que la consultation soit sincère, il faut que le cadre soit bien posé, et il faut que ceux qui associent aient l'intention d'en faire quelque chose, la fameuse redevabilité. Donc ça, je crois que c'est possible. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que sans attendre, moi je pense qu'on peut, les uns et les autres, prendre des initiatives pour associer les citoyens à ces sujets-là. Là, je fais un petit coup de pub pour mon successeur de la Mutualité française, Éric Chenu, qui va lancer dans les semaines qui viennent des états généraux de la santé et de la protection sociale. On peut le faire, c'est intelligent, il faut le faire. Il faut associer les citoyens à cette question-là. Nos concitoyens veulent être acteurs des sujets qui les concernent. Et s'il y a un sujet qui nous concerne tous, c'est bien celui de la sécurité sociale. Merci. En quelques mots, je suis désolé Eric May, mais et après on aura un débat ensemble avec la salle. Les médecins doivent-ils avoir voix au chapitre dans la gestion de la sécurité sociale? Et si oui, comment? Sachant que vous êtes comme les usagers tributaires des décisions de Bercy et des ARS et des difficultés de financement de l'hôpital comme de la médecine de ville. Oui, j'ai entendu Marie-Lise Léon imaginer une refondation de la gouvernance intégrant évidemment des nouveaux acteurs dans une gouvernance revisitée de la sécurité sociale. Donc j'ai envie de répondre oui, mais à quelle place après? Donc ça reste à discuter. Après, si c'est pour mettre nos syndicats ultralibéraux qu'on connaît bien et qui défendent ardemment la charte libérale de 1927 avec notamment la liberté d'installation, la liberté de tarification, etc. Bon, je crois que là, il y aura débat. Donc là, il faut penser, je pense par contre, une place, effectivement, des professionnels de santé, compte tenu de leur expertise, de l'expérience, d'ailleurs, de les capacités, évidemment, d'analyse et de jugement. Oui, ça serait formidable. Je voudrais juste faire un petit mot, quand même, parce que, en fait, de ce qu'on parle, c'est le problème de démocratie. Réinjecter la démocratie est partout, d'accord? Et de la démocratie sanitaire dont on parle, parce qu'il existe plein maintenant d'instances où il y a de la démocratie sanitaire, qui, évidemment, produisent des documents, qui produisent des avis. Mais, le problème, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'en font effectivement ceux qui nous gouvernent? C'est là le problème, d'accord? On a la conférence nationale de santé et d'autonomie, on a les conférences régionales, évidemment le CESE, on a l'HCAM, d'accord, hein, ils sont là et tous convergent pour à la fois décrire évidemment les difficultés du système de santé et apporter des réponses qui reposent beaucoup sur ce qu'on a dit.
quand même. Hein. C'est une sécurité sociale consolidée, 2, des services publics. Alors c'est pas l'étatisation, c'est des services publics partout présents et qui garantissent évidemment l'accès aux soins, à la santé, à la prévention de tous, quel que soit le territoire. Puis après, s'il y a du libéral, du privé peut-être, etc. Mais au moins qu'il y a un accès de tous aux services publics. Donc tout se converge. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Peu de choses. Et je voulais juste dire un truc, parce que finalement, on a passé 2 jours, on a parlé beaucoup, me semble-t-il, évidemment, de problématiques écologiques. Et il y a quand même eu un événement quand même extrêmement important, c'est-à-dire à la fois un extraordinaire succès, puis en même temps un déni de démocratie massif, d'accord, c'est la pétition contre la loi du plomb. 2 100 000 personnes, et c'est pas contestable, d'accord. Et vous avez évidemment ceux qui sont restés droits dans leurs bottes, et qu'on n'a pas remis en cause, ils ne sont même pas interrogés simplement sur quel était ce mouvement, et ça concerne évidemment la santé publique, la santé environnementale, c'est notre avenir, l'avenir de tous, le nôtre et c'est nos enfants. Merci beaucoup. Voilà, on va pouvoir libérer notre caméraman. Merci. On peut continuer. On a fini à peu près dans les temps, en tout cas pour l'échange entre les intervenants. Écoutez, est-ce qu'il y a des interventions dans la salle des réactions? Oui, il y en a plusieurs. Louise, je te laisse distribuer le micro, la parole. Merci. Oui, bonjour. Donc Laurent Laporte, je suis le secrétaire général de l'Union fédérale des médecins ingénieurs cadres et techniciens pour la CGT. Je ne suis pas médecin, je suis cadre de santé. Mais je voulais vous poser une question. Vous avez entendu parler des PADU et qu'est-ce que vous avez à en dire? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les PADU, ce sont les médecins à diplôme hors Union européenne qui sont employés dans les hôpitaux français, qui ne sont pas payés, qui n'ont pas de salaire, ils ont des indemnités de formation, ils ne cotisent pas à la retraite, ils n'ont pas d'allocation chômage. Et là, en ce moment, on est en train de les raqueter encore un peu plus parce qu'on leur reproche des trop perçus au niveau des salaires, sachant que ce sont des médecins qui émargent entre 1 300 et 1 600 euros. Comment la Sécu, finalement, pourrait dire quelque chose pour pacifier cette situation et puis surtout pour en sortir de façon digne? Parce que là, franchement, cette indignité, elle nous touche tous. Je vais répondre tout de suite de mon point de vue. Alors moi, les médecins PADU, je les connais. Je les ai évidemment, j'ai travaillé avec eux à l'hôpital, d'accord, pendant mes études. Je travaille avec eux dans le centre de santé. Ils travaillent notamment dans un centre de lutte anti-tuberculeux et je suis maître de stage et j'en ai accueilli un. Alors attends. C'est pas un étudiant de 25 ans, hein, c'est un étudiant de 40-45 ans, d'accord, qui a un diplôme étranger hors Union européenne, qui depuis 7 ans travaillait à l'hôpital de Nanterre, et notamment pour le CLAT, et qui a dû suivre un parcours de consolidation qui a duré 2 ans. D'accord. Heureusement, il a trouvé matière auprès de la direction de l'hôpital de Nanterre, compréhension, ce qui fait qu'il a été payé pendant toute la durée de son parcours de consolidation, mais sinon, il n'avait aucune ressource. Hein, donc il est faire son stage dans notre centre de santé, mais sans qu'on puisse, nous, la ville de Malakoff, le payer. Et s'il n'avait pas eu l'hôpital de Nanterre, évidemment, il se retrouvait sans ressources. Donc c'est un parcours de combattant, toujours. Même s'il y a aujourd'hui un petit élargissement sur le parcours de consolidation, en fait, vous avez les mêmes freins qu'on connaît d'habitude, des freins administratifs réels. Hein, on a dû batailler très dur avec l'agence régionale de santé pour obtenir évidemment les autorisations. Ensuite, vous avez les freins qu'on connaît. Hein, c'est lesquels? C'est celle des conseils de l'ordre, tout simplement. D'accord, voilà. Qui sont multiples, et donc on se retrouve avec une situation pour la nature de travailleurs effectivement étrangers qui sont dans une situation totalement irrégulière au vu du droit, enfin tout ce que j'estime être le droit du travail et le droit d'accéder évidemment naturellement à pouvoir avoir un exercice en France, et tout ça mis parce qu'on leur donne des critères dont certains peuvent être totalement compréhensibles, est-ce que vous comprenez, parlez bien le français, etc., mais qui sont facilement contrôlables, d'accord? Et là, non, c'est des parcours extrêmement longs, donc oui, c'est une situation terrible, ce sont des milliers de médecins qui travaillent en France, qui rendent bien service à nos établissements de santé, qui sont prêts aussi à travailler dans les déserts médicaux s'il le faut, qui sont prêts à se partager aussi entre leur pays d'origine et la France, d'accord, et qui sont bloqués encore et toujours. Donc il y a quelques tentatives, je travaille avec quelques élus députés, d'accord, à trouver des solutions pour ce qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions, mais il faut faire beaucoup plus, tout à fait. Ça concerne aussi, et ça on le sait peu, aussi des professionnels de santé de l'Union européenne, alors c'est autre chose, d'accord, mais qui se retrouvent totalement bloqués, toujours par les conseils de l'ordre ou les collèges nationaux, d'accord, les manipulateurs et manipulatrices radio, par exemple, hein, d'accord, essayer d'embaucher un manipulateur et manipulatrice radio, par exemple espagnol, qui parle parfaitement français, et j'ai tenté de le faire dans le centre de santé de Malakoff, on a renoncé, d'accord, et bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'était extrêmement compliqué.
Si on a des questions qui concernent spécifiquement Sophie Binet, comme elle doit partir, et Marie-Lise aussi, ben voilà. Voilà, passons-les d'abord, sinon on va conclure. Alors allez, dernière question, si vous en êtes d'accord, et puis on conclut. Okay. Est-ce qu'on m'entend là, c'est bon? Oui. D'accord. Alors ça rejoint ce qui a été dit sur peut-être l'adhésion à la Sécu et les questions de citoyenneté sociale. Alors sur un groupe particulier, les jeunes. Donc oui, juste en un mot, donc je suis Cécile Lefebvre, je suis professeure de sociologie et démographie, économie à l'université. Donc là, et je travaille aussi beaucoup sur les politiques sociales, mais dans les pays étrangers. Mais là, donc c'est plutôt en tant que au contact des jeunes. Moi, j'ai vraiment je rencontre tous les jours un petit peu des soucis, et pourtant je suis avec des étudiants en sciences humaines et sociales dans des cours sur les questions de politique sociale. Malgré tout ça, ils se sentent extrêmement loin de la sécurité sociale. Alors on leur parle assurance chômage, ils disent de toute façon, moi j'ai des stages, j'ai des jobs étudiants, j'y ai pas droit. La santé, ils nous ramènent tous au Covid et au fait que tous leurs besoins, notamment en termes de suivi psychologique, santé mentale, ne sont absolument pas... on n'y répond pas. On leur parle d'allocation familiale ou de branche famille. On ne sait même pas si on aura des enfants vu l'avenir environnemental. Et la retraite, alors là, parce que j'avais eu beaucoup de cours avec eux sur le système de retraite il y a 2 ans, la retraite, de toute façon, c'est pas pour nous. Donc, et puis, il y a une sorte de diabolisation, malheureusement, quand même des syndicats par les médias. Et donc, pour eux, c'est quelques organisations un peu des plus âgées là, qui au mieux appellent certains jours à la grève. Donc vraiment une question de comment intéresser les jeunes à cette question-là et comment les impliquer. Donc moi je vois déjà un peu 3 points qui ressortent de ce que vous avez dit vous-même. Il y a aussi les pensées comme usagers, moi non plus j'aime pas ce terme, les pensées aussi comme des participants à tous les échelons de participatif et de démocratie. Il y a une question sur laquelle moi-même je suis pas au clair, mais je veux bien que vous disiez un petit peu vos positions. C'est est-ce qu'il faut cette fameuse allocation d'autonomie qui serait une dimension aussi de nouvelles prestations sociales. Est-ce qu'il faut aussi leur faire bien comprendre qu'ils font partie, parce qu'ils sont aussi, on va voir les travailleurs là en ce moment, et ils font partie déjà en partie de ce monde du travail, en tout cas de ce monde de la formation et du travail. Est-ce qu'ils sont du coup déjà un peu des acteurs d'un système d'emploi et de formation dont il a été question tout à l'heure? C'est une bonne question conclusive pour les 4 heures. Allez, Sophie, qui est également ancienne responsable de l'UNEF par rapport à l'allocation d'études. Ça me rappelle des souvenirs. Donc je partage complètement le constat. Et moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de jeunes qui, dès qu'ils en ont les moyens, investissent dans la pierre. Enfin, je sais que ma génération, c'était pas du tout une question qui se posait. Et en fait, pour eux, le meilleur moyen de garantir leur retraite, leur avenir, etc., c'est d'acheter le plus vite possible un logement. Et comme ça, ils garantissent l'avenir. Et ça, pour moi, c'est le symbole de la faillite de notre sécurité sociale. Et voilà. Donc, il faut absolument retravailler sur les jeunes. Et le premier levier, c'est de couvrir leurs besoins à eux. Donc, effectivement, allocation autonomie, j'y suis favorable. J'ai longtemps milité pour, mais la CGT aussi, donc c'est pas juste une position personnelle. Je vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et puis, par exemple, en matière de retraite, la prise en compte des années d'études, c'est aussi un sujet. De toute manière, il y a de plus en plus de travail en même temps que les études avec l'alternance, etc. Donc, par exemple, nous pensons qu'il faudrait avoir une cotisation symbolique, mais quand même une cotisation pour que les années d'études puissent être validées, et comme ça marque l'acquisition de droits pendant les études. Et puis enfin, sur les aspects de santé, oui, prendre en charge aussi les besoins des jeunes. Et ce qui est le plus terrifiant en matière de prévention, c'est de regarder le recul de la situation sanitaire des jeunes. Je pense que les jeunes aujourd'hui vont vraiment pas bien à tout point de vue, et c'est le point le plus inquiétant dans le pays aujourd'hui, c'est la situation de la jeunesse et le fait qu'ils vont tellement pas bien qu'ils se mobilisent pas du tout à la hauteur de la situation. Enfin, je suis très choquée qu'il n'y ait pas plus de mobilisation des jeunes aujourd'hui vu leur situation. En complément, 2 éléments. Moi, je pense qu'effectivement, parmi les plus jeunes aujourd'hui, il y a une aspiration que j'estime
plus importante aujourd'hui de participer aux décisions qui les concernent, parce que ça fait partie de leur volonté d'être acteurs et que au moins s'ils ont assez peu de visibilité sur ce que ça est l'avenir, ils veulent pouvoir avoir une action concrète sur des décisions ou mener des projets. Bon. Et donc, je pense que la question de les intégrer en tant que partie prenante, c'est extrêmement important. Et le deuxième point sur lequel je rejoins ce que disait Sophie, je pense qu'il faut qu'on puisse traiter des questions qui leur sont directement leurs questions du quotidien. Et je pense que on a largement sous-estimé l'empreinte et les cicatrices du Covid sur la société, de façon large, mais sur la question des jeunes de façon profonde. Et ne pas répondre aujourd'hui à la question de la santé mentale ou expliquer qu'il y a un numéro vert ou un chèque à disposition alors qu'il n'y a pas de professionnel, je le dis de façon un peu caricaturale, pour répondre au rendez-vous, ils se disent on se fout de notre poire, quoi. Et ils ont raison, parce qu'en fait, on ne met pas les moyens à des générations qui sont l'avenir, de toute façon, de notre société. Et donc, je pense que c'est des domaines sur lesquels, et en tout cas les jeunes, ce sont des personnes sur qui il faut investir et sur lesquelles il faut, dès leur plus jeune âge, leur dire qu'ils ont une place dans la société à part entière. Voilà. Nous, on plaide également pour l'accès au RSA dès 18 ans, par exemple, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez accès qu'à partir de 25 ans, et en fait, vous avez plus de 18 ans, pas de soutien familial, vous êtes dans un no man's land total. Alors, on vous explique que vous êtes des grands, excusez-moi, vous êtes des citoyens à part entière, vous pouvez voter, mais la société ne vous doit rien et ne vous propose rien. Et ça, je pense que c'est aussi un enjeu fort de travailler sur cette question. Juste un tout petit mot, là je me rends compte que j'ai définitivement troqué ma casquette CESE pour ma casquette mutualiste. Le truc va être peut-être un peu bizarre, mais je pense qu'on ne mesure pas, je parle des jeunes, les effets de la disparition de l'AMNEF et ensuite de la LMDE. Parce que, mais parce que les jeunes, dans ces mutuelles, ils géraient la Sécu. Donc je rappelle qu'ils faisaient tout le boulot pour affilier leurs collègues et tout. Ils faisaient une pédagogie de la Sécu tout à fait incroyable. Ils développaient des actions de prévention qui étaient complètement adaptées au sujet qui étaient les leurs, qui étaient les leurs, etc., etc. Et on se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Là encore, on a fait ça. Il y avait probablement des choses à corriger, à améliorer. Il y en a eu. Non. Mais il y en a eu. On parle de l'AMNEF. Moi, je parle de la LMDE qui a suivi. Et en fait, on a mis tout ça par terre, notamment pour des raisons économiques. Aujourd'hui, on en paie le prix. C'était un lieu où ils pouvaient exercer concrètement leur citoyenneté sociale. Par ailleurs, ça a formé plein de militants de la Sécu. Et on l'oublie. Et aujourd'hui, il nous manque ces militants de la Sécu qu'on n'a pas. C'est bon. Eh bien, très bien. Merci à vous tous. Merci aux organisateurs de ce colloque. Et donc, les fondations, je ne vais pas les citer chacune, mais bon, c'était 8. Et puis, eh bien, il y a un pot offert à la sortie pour vous remercier toutes et tous.